Émission 917. Cette semaine, The Fantastic Four, First Steps, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toutes. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres badigeonnent dans les rayons cosmiques. Je vous le présente à l'instant. Pardonnez-moi mon anglicisme, mais he's got the thing. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Bonjour. Tu as vu le lien que j'ai fait avec le sujet de la semaine? Ben oui, bravo. The thing. Ouais, the thing. Comme dans Fantastic Four, puis the thing comme you got the thing, t'as la chose. C'est ça. Incroyable, ça fait longtemps qu'on fait ça. Mais justement, en parlant de choses que ça fait longtemps qu'on fait, mais là qui revient sous une nouvelle forme, et je parle pas de POG, ton band Vidéoville, Simon, ce samedi, retour là, après plusieurs années en hiatus parce qu'il y a eu une pandémie mondiale, puis tout. Mais Vidéoville qui reprend du service, puis peut-être plugger le lancement ce samedi pendant que je mets de la musique en bague. Ça, c'est toi, ça. C'est mon band. Ouais, c'est ça. Un show samedi, le 4 octobre. Yeah. Le samedi qui s'en vient au YMCA Centre-Ville, dans le court de basketball. C'est au 1435 du rue Drummond. Exact. Et contribution volontaire, parce que les fonds qu'on ramasse vont aller à un organisme qui aide les gens en situation d'itinérance. Oui, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Montréal. Là. Ça n'arrête pas de grossir. Ouais. C'est nous qui fermons le show. C'est ça, il y a deux autres bands, hein? Il y a trois autres bands. Oh, gros, ok, c'est une grosse soirée, là. J'étais sûr qu'il y avait deux. Ouais. Premier, on a Kate Dress, qui est une membre de Roadkill, je crois. Puis qui va faire un set acoustique. Après, on a Basic Phantom, des amis avec qui on a fait souvent des spectacles. Et on a Conflit Majeur, qui est un band qui a le vent dans les voiles, comme j'ai dit l'autre fois. Qui est un band punk qui va... je pense qu'ils vont casser la baraque pas mal. Ouais. Puis après, il y a les vieux monsieur là, qui entrent sur le stage, puis c'est nous autres. Tous ceux qui ont fait un Burnout, donc d'ailleurs, le nom de l'album s'appelle Post Burnout, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il y aura des cassettes en vente sur place. Là, quand on dit cassettes, c'est vraiment des cassettes à tape, là, comme dans des cassettes audio, là. Ouais. Comment t'es vends? C'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être 10$, mais écoute... 10$, ça vaut la peine, pour vrai. Peut-être. Sur toute réserve, là, je ne suis pas le comptable du band. OK. Je suis pas très bon là-dedans. C'est Nick qui est le comptable du band? C'est le plus... c'est celui qui a une vraie job. Une vraie job de monsieur. Non, c'est pas vrai, j'en ai une. Moi aussi, j'ai rendu que j'avais une vraie job, là. C'est ça. C'est ça. Non, je pense qu'il faut qu'on en discute. Sinon, on va avoir des casquettes aussi. On a fait faire de la merch. Wow, c'est hot. On n'a pas de t-shirt, mais on a des casquettes. Je me demandais la semaine passée justement à Kiwan si vous alliez vendre des t-shirts pour l'occasion. Mais je vais peut-être porter mon t-shirt de Vidéoville. Imagine. Je sais pas, c'est-tu trop ringard à porter le t-shirt du band que tu vas voir ou c'est correct? Mais ça fait 5 ans que vous n'avez pas fait de show minimum, là. Ouais, non, c'est ça. Écoute, moi, je le fais pas, mais je le blâme personne qui le fait. Je pense que... Pas blâmer, c'est un gros mot, là. Je veux dire, faites-le si vous voulez. Voilà. Soyez à l'aise de porter ce que vous voulez. Exact. On s'en calisse. Parfait. Donc, 19h30, ouverture des portes, 20h30, premier band. On le rappelle, c'est au gym du YMCA, 1435 rue Drummond à Montréal. Contribution volontaire, vous pouvez accéder au lien pour faire votre don pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance à Montréal, directement dans l'événement, mais aussi sur place, tu m'expliquais, Simon, avant l'émission, qu'il va y avoir des affiches d'imprimer un peu partout avec un code QR qui va vous permettre de faire un don. Donc, le 100% de l'argent est réinvesti dans la cause dont on vient de parler. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient pour Simon. Puis la gang de Vidéoville, j'ai bien hâte. Et on va écouter un petit bout de la fin de la toune pendant qu'on passe à autre chose.
Les autres fois que tu faisais des shows dans le temps, Simon, il y avait des pièces, des clips vidéo. Est-ce que ça va être encore le cas cette fois-ci? Ouais, il va y avoir un habillage de visuel par vidéo, mais ça va être un peu plus freeform, je dirais. Ok, plus ambiance. Pas aussi là, dressé au quart de tour comme dans le temps. Là. Non. Excellent. Bon, j'ai hâte de voir ça. Autre événement de vieux monsieur qui s'en vient, c'est le spécial d'Halloween. Des mystérieux étonnants, donc qui aura lieu encore cette année dans le cadre du Festival Space. Ça fait 3 ans que Jarrett du Festival Space nous invite. Je suis bien content que qu'il le fasse encore cette année. Donc ça se passe le lundi 27 octobre. On fait ça au Hushgang Plaza, c'est AUSGANG Plaza, Plaza, au 65-24 rue Saint-Hubert à Montréal. C'est en face du Théâtre Plaza où on a fait notre spécial l'année passée. Je suis vraiment content de faire ça au H-Gang. J'ai visité la place. C'est vraiment plus, je pense, fait pour nous autres. C'est une petite salle vraiment intime, mais en même temps, comment je peux dire ça, moderne, bien décorée. L'ambiance est vraiment nice. C'est vraiment en billet du Théâtre Plaza. C'est à quelques pas du métro Beaubien. C'est 20$ à la porte, mais vous pouvez aussi déjà acheter vos billets en suivant le lien qui est dans le descriptif de l'épisode actuel. Là. L'épisode que vous écoutez en ce moment, là, les notes que vous lisez pas, là, en bas, là. Il y a un lien là-dedans, puis ça vous amène vers la plateforme de Patreon. Pas Patreon, pardon, je me mélange dans mes trucs de cash. La plateforme de billets. Puis ça risque d'être pas mal cool. On a fait déjà une rencontre la semaine passée. Il va en avoir une autre cette semaine avec d'autres membres de l'équipe. Puis je pense penses-tu qu'on a déterminé notre concept? Penses-tu que c'est correct? On s'aventure-tu dans quelque chose qui va nous rapporter ou qui va intéresser les gens? Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut faire de quoi de fun avec ça. Ouais. C'est que cette année, pour sans rentrer dans les détails, on va vous révéler ça un petit peu plus tard. On a décidé d'avoir un sujet pour tout le show. Show pour lequel il y a d'ailleurs un entracte en plein milieu. Je me souviens qu'il y a des années que le pipi se faisait attendre et la deuxième bière, troisième bière aussi. Donc cette fois-ci, il va encore avoir un entracte. Mais là, avoir un sujet là, qui est commun, mais que chacun décline un aspect de ce sujet-là, ça va nous permettre de discuter, d'avoir un peu notre signature mystérieuse étonnante d'échange. Donc, ça risque d'être bien cool. On fait ça à l'heure des vieux monsieur. Hein? On fait ça, on ouvre les portes à 18h, puis le show commence à 19h pour vous laisser le temps de revenir à la maison, pas vous coucher trop tard parce que c'est un début de semaine. Mais ça... Ouais, c'est ça. Puis je dis ça, mais c'est pour moi et pour vous. C'est pas juste pour, les gens à la maison. Là, c'est pour nous autres. Tout le travail le lendemain. Exactement. Ouais, c'est une grosse semaine. Moi, je suis en vacances cette semaine-là parce que je vais aider Jarrett Mann pour Space. D'ailleurs, il m'a déjà demandé quelque chose que je pense pas que je peux en parler encore, là, mais il a comme upgradé ma participation cette année. Okay. On va avoir le temps d'en parler parce qu'on va recevoir Jarrett au courant du mois d'octobre. Mais j'y ai repensé par la suite. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, c'est dommage une belle fleur que Jarrett me fait. Mais entre autres, je vais aider pour les programmations dans le cadre du Festival Spasme. Donc, en espérant vous y voir, les billets sont déjà en vente. Puis, un peu, cet événement-là, c'est une tradition depuis plusieurs années. En fait, le spécial d'Halloween, c'est le premier live qu'on a fait devant public. Et depuis la pandémie, ça ouvre un peu officiellement, ça clôture plutôt officiellement le mois dédié à l'Halloween, le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Pour les gens qui écoutent en direct sur les différentes plateformes vidéo, je vais vous montrer une petite slide. Ça, c'est la programmation pour le mois parce qu'elle est déjà complétée. Vous pouvez voir que le lundi 27, c'est le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Mais tous les shows du mois auront une saveur thématique halloweenesque. Ben oui, c'est un mot. Donc, la semaine prochaine, une BD qui s'appelle Crush Depth, le 6 octobre. On va avoir un film gracieuseté de notre ami Simon Chénier le 13 octobre, qui c'est Winter Beast. On va en parler avec Laurent également. Qui a l'air assez dégueulasse. J'ai vu la bande-annonce, sinon je sais pas dans quoi tu nous entraînes, mais ça a l'air vraiment divertissant. Oui. Ouais. Et donc, le 20 octobre, je suis avec Johan, qui sera de retour pour un fan edit, donc c'est une édition de 2 films mélangés ensemble, faite par un fan. Ça s'appelle The Night of Shaham, et le fan edit, en fait, c'est le mélange de Halloween 3 et Halloween 6, le très détesté Halloween 6. Puis il paraît que c'est comme un exercice qui est le fun. Donc j'ai hâte d'en parler avec Johan. Johan en a beaucoup entendu parler. Puis c'est lui qui a proposé d'ailleurs ce sujet-là. Et le film qu'on n'était pas capable de trouver, parce que c'est comme un film qui a été fait par un fan, a été trouvé par un de nos auditeurs et qui a été partagé sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, je remercie Sky Rage sur le Discord des Mystérieux Étonnants qui a réussi à mettre la main dessus.
Ça a été, je sais pas comment il a fait, j'ai cherché moi aussi, puis j'ai pas été capable, mais là, on va parler de ça. Ça, c'est le 20 octobre de Night of Samhain. Donc, pour les membres Patreon, vous allez avoir des bifurcations exclusivement dédiées à l'Halloween aussi. Donc, le 9 octobre, c'est toutes des adaptations de Stephen King. Donc, presque juste des TV movies d'ailleurs. Le premier, ça s'appelle The Night Flyer. Ça va être le 9 octobre. C'est un film que pas grand monde a vu. Ça me dit rien, moi. C'est disponible sur YouTube, c'est un TV movie, ça marche étonnamment, c'est très 90s dans sa vibe, là. Ça me fait penser à du vieux X-Files. Sinon, le 16 octobre, Storm of the Century, qui est aussi un téléfilm mettant... C'est Colm Fjord? C'est Colm Fjord qui joue le méchant, un très beau méchant. Donc ça, c'est le 16 octobre. Le 23 octobre, c'est The Mangler. Ça, c'est un film dans lequel il y a une presse électrique qui tue du monde. C'est King. C'est King, genre post-arrêté de la cocaïne. Puis sinon, le 30 octobre, on parlait de Needful Things, donc une autre adaptation de King, qui a deux versions. On a le TV Movie Cut, qui est plus long mais moins violent, et le cut régulier, qui est celui de 2h et quelques, mais qui est comme plus court mais plus violent. On n'a pas encore décidé exactement ce qu'on va faire. Un peu à la manière de The Night of Samhain, on a essayé de trouver un fan edit. Je ne sais pas trop où on s'embarque là-dedans. Là. On va découvrir ça dans pas long. Donc ça, si vous êtes membre Patreon, vous avez accès à Bifurcation. Vous allez avoir tous les épisodes. Et durant le mois, il y aura des films le mercredi, donc le 1er, le 8, le 15, le 22 et le 29 octobre. Donc, je ne les mentionnerai pas toutes. Là. Anyway, la programmation complète va être diffusée cette semaine sur nos différentes plateformes de médias sociaux et aussi partagée sur Discord pour les membres Discord. Donc, voilà, ça va être un gros mois encore une fois. Et on clôture ça encore une fois avec le spécial d'Halloween. Es-tu dans le spooky season, Simon? J'essaye. Ouais, tranquillement. D'habitude, je le suis plus, mais là, j'ai eu beaucoup de trucs à faire dans les dernières semaines, fait que j'ai eu moins... j'ai moins embarqué dans l'écoute active de plein de films d'horreur. Mais je le sens, c'est juste qu'il fait encore... Il fait chaud. C'est ça le problème, hostie, man. Ça nous met pas dans le mood pour être dans ton hoodie et écouter des films. Puis non, j'avoue, il fait encore très chaud sur je porte Montréal. ma clim des fois. Non, c'est vraiment ridicule. Je marche un peu dans mon quartier, il y a des belles feuilles oranges, tout ça, mais il faut qu'il fasse fret. Il faut que ça arrive, là, il y a le temps. Là, la température est toute fuckée. Moi, je suis déjà un peu dans le spooky season et pour m'immiscer tranquillement dedans, mais sûrement, j'ai commencé à me taper des vieux épisodes de Are You Afraid of the Dark qui sont tous disponibles gratuitement sur la chaîne officielle de la série sur YouTube. Puis c'est très 90s, là, on s'entend, mais certains épisodes sont franchement foutrement bien écrits. Puis c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, genre, j'aime vraiment ça. Ça me met tranquillement dans le mood. Ça me met dans l'atmosphère du spooky season. Puis c'est juste assez comme... C'est assez low maintenance pour que je puisse suivre l'histoire, mais en même temps, toute mon attention n'est pas portée là-dessus. Puis c'est une bonne affaire à écouter avant d'aller se coucher. Moi, je pense que je vais me mettre à l'écoute de X-Files. Je vais continuer. Je suis rendu encore, je pense, dans saison 2. Oui. C'est juste que là, j'écoutais Renegade avec Lorenzo Lamas. Faut que je prenne un break. Et j'éctais La Promesse. La Promesse. Le téléroman québécois La Promesse. Et c'est le genre d'affaire que j'écoute quand je travaille. C'est plus du parlage. Mais là, je me suis dit, non, je pense que là, je suis rendu... il faut que j'écoute X-Files, puis peut-être je sais que il me reste encore des Tales from the Crypt à écouter. Il y a des Tales from the Dark Side aussi qui sont excellents, certains épisodes. Ils sont très, très, très bons. Puis tantôt, je vais vous parler de quelque chose qui s'en vient vers Tubi. Il y a aussi des Goosebumps qui sont disponibles en ligne sur YouTube. Il y a un truc sur lequel je suis tombé plusieurs fois dans les dernières semaines, puis ça parle surtout de mon algorithme, mais il y a des gens qui ont enregistré, tu sais, des blocs de programmation de télévision des années 90 où tu avais des Goosebumps suivis d'un épisode de Buffy, suivi de tous les indicatifs, les bumpers que la station avait à cette époque-là, puis les publicités. Donc, c'est des fois des programmes de 2-3 heures que les gens ont mis en ligne sur YouTube. Puis ça, c'est le fun aussi. Si vous avez quelque chose à faire jouer pendant que vous travaillez, que ce soit, je sais pas si au travail, on vous le permet, mais au moins à la maison, télétravail, c'est vraiment le fun. C'est comme rassurant en même temps, c'est très 90s. Puis ça aussi, c'est une bonne affaire à écouter pour se mettre dans le spooky season. Il y a des fois, je trouve aussi des films
enregistré à la télé. Ah oui. Avec des pubs. Puis j'ai une version de Halloween qui est vraiment le fun parce que... Faut le censurer. C'est ça, c'est censuré, il y a des pubs. Mais c'est le fun pareil. OK. D'ailleurs, je voulais saluer, on le voit dans le chat en ce moment, notre ami Danny. Danny qui est auditeur de Mystères Étonnants, qui s'occupe du Fun Time Movie Club, anciennement le Quarantine Movie Club, qui a été lancé durant la pandémie. C'est un channel Discord sur lequel les gens écoutent des films très douteux. Et Danny est un monteur. Il fait beaucoup de montage pour lui. Il me fait penser un petit peu à toi dans cette optique-là. Puis il se consacre beaucoup à ce projet-là. Puis hier, on était à Battle War, le fameux tournoi de lutte qui a lieu tous les dimanches, le dernier dimanche du mois, au Foufoune électrique, au cabaret des Foufounes électriques. Avec Niquette. Niquette est là, notre ami Niquette, anciennement de Décideret, podcast qui est maintenant mouru. Puis c'était une hostie de belle soirée, pour vrai. À chaque fois que je vais à Battle War, ça me surprend la qualité des matchs. Ça reste une petite fédération, entre guillemets, indépendante, mais les performers sont incroyables. Mais hier, c'était vraiment quelque chose. Je pense que c'est dans une des meilleures soirées de lutte indépendante que j'ai jamais vues toute ma vie. Puis si vous n'êtes jamais allé à Battle War, vous êtes quasiment le collé sur le ring, là, puis vous devez vous tasser parce qu'il y a des lutteurs, des fois, qui passent de l'autre côté de la corde et ça fait partie un peu du trip de la chose. Là. Ça file comme quelque chose que c'est pas légal. On dirait que c'est comme un combat qui se passe dans le headquarters du Foot Clan des 90s. Là. Mais hier, c'était incroyable. Puis Danny, justement, était présent. Danny étant le grand gaillard qu'il était, il porte un beau t-shirt jaune, il y a une voix qui porte. Les lutteurs se sentaient tout le temps très sollicités par ses insultes. Puis moi, ça a vraiment rajouté beaucoup à mon expérience. Donc, Danny qui nous écoute en ce moment, c'était incroyable. Il écrit en ce moment dans le chat qu'il n'y avait plus de voix ce matin. Je te crois. Écoute, on entendait juste toi, puis c'est pas un reproche, c'était absolument incroyable. La prochaine soirée lutte de Battle War, ça se passe le 26 octobre, donc la veille du spécial d'Halloween. Si vous avez la chance d'y aller, ça a l'air que les lutteurs se battent avec des citrouilles. Donc, on y va thématique full-on spooky season. Let's go. Let's go. Donc, bravo à tout le monde qui rend possible cet événement-là. C'est incroyable. On va continuer avec toi, mon cher Simon, les nouvelles cette semaine. Et juste vous rappeler qu'on va s'être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui s'en vient. Il s'en vient, là. Je sens sa présence s'approcher de plus en plus. Ben, tu sais, il n'y a pas juste les X-Men dans la vie. Hey, je veux plus t'entendre dire des affaires de même. Il y a aussi les reboots et remakes. Et là, j'ai deux nouvelles. J'ai les reboots et remakes de X-Men? Non, ça n'a pas rapport avec les X-Men. Okay. En général. En général, il y a des reboots et des remakes. C'est ça. Il y a autre chose que les X-Men. Il y a la vie. C'est ça, la vie. Mais ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle qui est sortie. Enfin, moi, je n'étais pas au courant, mais c'est juste que c'est deux affaires que j'écoute. Puis que là, il y a un remake ou un reboot. La première affaire. Non, ça, il faut pas qu'il fasse ça. La promesse, c'est. Non. TVA, là. Si vous faites des téléromans en poche des fois. Après, on se demande pourquoi les jeunes n'écoutent pas le câble. Il y a une raison pour ça. Ouais. Non, je vais vous parler du reboot de Miami Vice. Oui, j'ai vu ça passer, Michael Mann qui se lance dans un reboot. Est-ce que Michael Mann est... je pense que j'ai pas vu. Sûrement comme executive producer, parce que c'est lui qui a comme créé la série. C'est ça. Je pense pas qu'il est devant le projet, mais en tant que dude qui a mis la main à la pâte jadis, il doit avoir un chèque qui rentre dans le mal. Ouais, sûrement. Non, en fait, le reboot va être fait par Joseph Kosinski, qui est celui qui a réalisé Top Gun Maverick et Tron Legacy. L'excellent Tron Legacy. Ouais, et c'est ça. Le film sortirait le 6 août 2027. Bon, excusez, mes notes sont un peu tout croche. Mais ouais, donc 2027, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de cast annoncé, rien, mais on sait que ça va parler de Miami dans les années 80, comparativement au l'espèce d'adaptation au cinéma que Michael Mann avait fait avec Colin de la série. Comment il s'appelle? Colin Farrell. Karen Farrell, oui, c'est ça. Et Jamie Foxx, qui se passait comme dans les années que c'est sorti. Là, ben, ça serait sur un period piece, comme on dit. Comme dans le temps.
comme dans le temps. Donc, le glam et la corruption à Miami dans les années 80. Et ça va être beaucoup basé sur l'épisode pilote de d'origine. Miami Vice et aussi sur comme la saison 1. Donc, c'est bien parce que moi, le dernier épisode que j'ai écouté il y a 2 semaines, je suis rendu dans la dernière saison et il y a il y a un épisode avec un UFO. Il y a un extra. OK. Ils vont full-on jumper le shark. Là. C'est pas clair, mais c'est ça. C'est ce qu'on essaie de te faire croire. Et il y a James Brown là-dedans. Il y a James Brown et un extraterrestre ouais, qui sont là-dedans. Ouais, c'est vraiment particulier. Okay. Mais donc, c'est ça. On sait pas non plus si Don Johnson et Philip Michael Thomas, les 2 stars de la série originale, vont faire des caméos. Sûrement. Ou c'est vraiment un remake. On verra. On verra. C'est drôle parce qu'on se souvient de Miami Vice comme une série qui était incroyablement quiche, et elle l'était à certains égards, mais il y avait des thématiques plutôt sombres dans cette série-là. Là. C'est vraiment pas aussi goofy que les gens semblent le dire. Non, c'est vraiment pas goofy, puis c'est vraiment un genre de show qui était très cinématique, ou cinématographique plutôt. C'était bien réalisé, c'était bien joué, il y avait de l'action, il y avait du drame. De genre de... Les ondes grises. C'est ça, puis tu sais, les séries policières de ces années-là, ça était moins dans ce genre-là. Celle-là a poussé un peu l'enveloppe, comme on dit. Yes. Puis je pense que Michael Mann, je sais pas si avant ou après, il avait travaillé sur Manhunter, qui était un peu plongé dans la même atmosphère, beaucoup de couleurs, le néon, des gros bleus, des gros verts, ce genre d'atmosphère-là. Puis c'est comme un de ceux, à ma connaissance, qui avait poussé cet esthétisme-là, qui est très présente aussi là, dans Miami Vice. Là. Mais c'est grâce à Michael Mann qu'on a ça. D'ailleurs, on a plein d'affaires grâce à plein de monde, dont une belle présence ici en studio, c'est notre ami Laurent. Mon sideways est un petit peu caboteux, mais... Est-ce qu'on doit ça à Michael Mann aussi? Ben, je sais pas si ton papa s'appelle Michael Mann. C'est quoi le nom de ton... Who's your daddy? Ah, je suis piégé. Hein? C'est quoi? Who's your daddy? Benoît. Et voilà. Ouais. Benoît Mann. Benoît Mann. Est-ce que des fois, tu y penses quand tu m'appelles, quand tu me parles? Tu penses à ton père? Non, parce que mon père, je l'appelle papa. Tu vois, moi, j'appelle mon père André. Ah oui? Ouais. Quand j'étais jeune... jeune... pas eu une enfance heureuse. Non. C'est pas peu dire. Mais quand j'étais jeune, je me suis rendu compte qu'il réagissait pas si je l'appelais par son papa. Ah oui? Ouais. Il te reconnaissait pas. Non, je pense pas que c'était ça. C'est juste que c'était quelqu'un de très, très... il était haut placé. Il était un patron, j'imagine, qui avait beaucoup de responsabilités. Fait que le mot « papa » devait pas lui être dit souvent. Sinon, j'aurais posé beaucoup de questions concernant ces longues heures de travail. Mais en tout cas, pour dire que je l'appelais par son prénom. C'est comme ça qu'il réagissait. OK. Ouais. Fait que t'avais fini pour ta nouvelle, Simon? Non, il me restait un autre. Petit élément, vas-y, prends le temps. On va voir. OK, là, par exemple, là, je suis excité. Là, t'as l'air content, ça apparaît dans ta voix. Peut-être pas comme on pense, mais c'est pas grave. Peut-être un peu. Fox, le poste Fox, a commandé pour l'automne 2026 un reboot de Baywatch. De Baywatch. Oh. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé ce vendredi. On ramène Baywatch avec 12 épisodes. C'est un certain Matt Nix qui va être le showrunner et évidemment, les créateurs de la série originale vont être executive producers. Ça veut juste dire qu'ils ont leur mot à dire. Là. C'est ça, puis qu'ils ramassent le chèque. Fait que c'est ça, il n'y a pas de nouvelles à savoir si c'est... encore là, est-ce qu'on recaste Mitch et on refait les mêmes personnages ou c'est plus tard avec d'autres Laisse-moi te poser une personnages? Question, Simon. Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu veux que ça soit dans le... Parce que tu peux avoir des legacy sequels, tu peux avoir des reboots où l'on part à zéro. Moi, le film avec The Rock, c'était un legacy ou c'était un reboot? Non, c'est un reboot complètement. Okay. Je pense que ça effaçait. Non, parce qu'il y avait David Hasselhoff qui jouait Mitch Buchanan encore. Même si The Rock jouait Mitch Buchanan, je pense. Ouais, puis en même temps, Mitch Buchanan meurt, je pense, dans Baywatch. En fait, il meurt dans la fin de la saison, la première saison qui se passe à Hawaï. Il n'est pas dans la deuxième, parce qu'il est mort dans l'autre. Ouais. Mais après, il y a un TV movie. Puis il revient dedans. C'est ça. Fait qu'il y a un verse lié à Baywatch, techniquement. Il y a même un multiverse. Il y a un multiverse avec Baywatch Night. Mais tu veux-tu que ça soit comme une suite directe? Qu'est-ce que tu voudrais que ça soit?
Qu'est-ce que je voudrais que ça soit? Hmm. Je pense que... Ben, je la prendrais, la suite directe, tu sais, juste pour ramener du monde qui, depuis le temps, ont eu comme... tu sais, les gens qui ont fait Baywatch, il y a eu un bout où c'était mal vu, et maintenant, c'est comme... Ah, ben, tu sais, ça fait partie de l'histoire de la télé américaine. Fait que, tu sais, je serais curieux de voir ça. C'est juste que, tu sais, est-ce que c'est le genre de show qui va parler au public? J'en doute fort. Ça va être de la nostalgie. Ouais, c'est ça. Il faut falloir que ça joue là-dessus, puis que ça soit un petit peu plus tongue-in-cheek, peut-être. Ouais. Parce que si ça se prend trop au sérieux, ça marche. Je pense pas que ça marche. Il y a plein de possibilités quand tu fais un genre de suite plus ou moins liée, puis j'en avais parlé la semaine passée, je pense que je sais pas si c'était avec toi ou avec Yoann la semaine passée, mais j'ai écouté la suite de The Office qui s'appelle The Paper, puis le problème, je trouve ça le fun que ça se passe dans le même univers parce que c'est une suite plus ou moins liée, mais à chaque fois que tu vois un des personnages qui était dans The Office, tout ce que tu espères, c'est qu'il sort un petit bout d'information par rapport aux gens de Dunder Mifflin. Fait que t'en oublies en fait l'univers dans lequel t'es, puis ça prend un peu préséance tout le reste parce que The Office, ça a tellement marqué l'imaginaire et la télévision que c'est très difficile à détrôner. Fait que quand tu vois ce personnage-là, t'es comme qu'est-ce qu'il va dire par rapport à sa vieille gang, là, sa vieille gang de Dunder Mifflin, puis ça le fait. C'est moi, je me souviens pas c'est qui mes boss que j'avais il y a 20 ans. Je fais pas référence à eux autres c'est clair. On est dans le cadre fictif, là, mais ça fait que tu t'attends tout le temps qu'ils fassent sa référence. Ça nuit un peu à cette nouvelle. L'affaire, c'est que The Office, au moins, l'univers est cohérent. Parce que Baywatch, non, ça marche pas. Quand l'ordre des épisodes fait que l'histoire fait pas de sens des fois, parce que dans il y en a un qui disparaît, puis l'autre il réapparaît sans raison. Le fameux épisode où, dans un épisode, Mitch est paraplégique, puis l'autre après il fait du kickboxing. Je veux dire, il s'est écoulé combien de temps entre les deux épisodes, là, c'est pas clair. Fait que tu sais, je pense qu'il n'y a pas autant les fans ne seront pas comme ouais, ben là, si telle affaire arrive, ça n'a pas de sens. Parce que, je pense que tout le monde est comme whatever. C'est ça. Ouais, c'est pas la même chose. En fin de semaine, il y a mon autre ami Simon, on le salue, qui m'a envoyé un court vidéo Instagram qui était un extrait du making-of du premier film de Bob l'éponge. Dans lequel il y a David Hasselhoff à la fin. C'est vrai. Puis le bout de making-of, c'était que je ne savais pas ça, mais ils ont construit un genre de David Hasselhoff de 12 pieds pour pouvoir filmer, parce qu'il y a des bouts d'animation qui sont comme sur David Hasselhoff. Dans le film, ça paraît, tu sais, où ce que c'est l'acteur, puis c'est pas l'acteur, mais je savais pas que c'était un David Hasselhoff de 12 pieds. Puis là, je me suis dit, mais où est ce props en ce moment? Est-ce que dans un gros hangar, il y a encore un gros David Hasselhoff en maillot géant? Et pourquoi c'est pas accroché au plafond chez Simon? Oui, j'avoue. Pourquoi c'est pas chez Simon? Bonne question. Si jamais... Tu sais, j'avais acheté l'autobiographie de David Hasselhoff, puis dedans, il y avait des photos avec cette affaire-là. Ah oui? Je pensais que c'était sorti avant. Non, c'est sorti après. Mais il faudrait que je vérifie. Il me semble que j'ai lu quelque chose par rapport à ça. Est-ce que c'est dans le livre ou c'est un autre article? Mais est-ce que c'est chez lui? Est-ce que lui, c'est ça, je me demande. Ce shrine immense à son ego, non, chez eux. Ben, écoute, si on le trouve, on va utiliser l'argent du Patreon pour y acheter. J'espère. Contrairement à ton maudit bucket de Galactus que tu as encore essayé de me faire acheter tantôt. C'est sûrement moins cher un bucket de Galactus que le gros David Hasselhoff géant. Il y a des chances, oui, j'avoue. Mais l'investissement, par contre... Tu l'as pas pogné, là, bucket? Ben non, toujours pas. Là, je check un peu Marketplace. Là, je vais pas en haut de 150. Je check. Ça, c'est un peu sur toi. T'as attendu, puis c'est sûr que ça laisse vendre. Non, mais pour vrai, je savais même pas qu'il y en avait eu. Depuis le bucket de Dune en forme de verre, c'est devenu une obsession, les buckets au cinéma. Je sais, mais je les ai jamais vus ici. Ouais, c'est ça. Mais je t'ai envoyé une photo de Galactus quand moi je l'ai vu au cinéma. Fait que t'as pas de raison. Je te l'ai envoyé. Je t'ai dit, regarde, il y en a plein. Ben oui, j'avais pas compris que c'était une photo de toi. Je pensais que tu moi, m'envoyais juste des au cinéma. C'est quand j'étais allé voir Weapons. Et j'ai pas allumé assez vite. Il était dans leur papier bulle. J'aurais dû spécifier. Tu me l'as pas pris.
Ben non. T'étais là. Hey, je t'aime bien, là, mais j'aurais pas payé 90$ pour un Non, mais bucket de t'aurais pu fucking me le Galaxy. fronter, Oh là. mon Dieu. Genre, je t'aurais remboursé. Oui, t'aurais essayé de le plugger sur la... Oui, j'aurais sûrement essayé, ça, c'est sûr. Des Patreon. Ouais, c'est ça. Le monde, il donne pas au Patreon pour ça, là. C'est Pour rendre pas l'honneur. ce que j'ai c'est Écoute, pas ce que j'ai entendu. J'ai voulu t'aider tantôt parce que j'ai trouvé un vidéo sur Internet de quelqu'un qui modifie une tête de Galactus, le bucket. Là. Puis il fait un job de peinture, il 3D print des parties, puis il s'accole. C'est vraiment une belle job pour vrai. Puis n'étant pas un gars manuel, j'étais impressionné. Ça m'impressionne tout le temps de regarder ça. Puis j'ai googlé après Galactus Head Bucket, Pop-Up Bucket, whatever. Ouais. Et une des catégories qui sortait dans Amazon juste pour voir s'il y en avait, et ça sort pas. Les gens se sont débarrassés ou ils les vendent sur eBay. Là, Déjà? Ben Ouais, oui. non, mais c'est ça. Il y en a sur Marketplace, mais ils sont au-dessus de 200$. Puis tu Je suis veux comme là. dealer avec les psychopathes de Marketplace? Ouais, déjà. Non. Non, Le moins possible, le moins idéalement. possible. Non, c'est ça. Tu veux pas vendre sur Marketplace, tu veux pas acheter sur Marketplace. Ouais, non. Puis fait que donc la refonte pour Baywatch, ça s'en vient. On a-tu une date de sortie? Oui, ça sera à l'automne 2026. Ah bon, quand même, ça va arriver vite. Déjà Je sais pas rendu si à on va l'automne avoir des 2025. buckets, là, mais- Non, pour les buckets, ça, on sait pas. Peut-être une tête de Hasselhoff pour concorder avec la sortie de la nouvelle série de mais jeune. Crime. Ça serait pas creepy. pour une danse à gueule. Dans sa gueule. C'est bon. Continue avec toi, Laurent. Mhm. Yeah. Mhm. Tu sens-tu plus viril? Il y a du poil qui vient de pousser. Laurent avait pas de barbe avant que son jingle soit lancé. Mon Dieu. Imagine comment il est efficace. Ouais. Ouais, je suis paranoïe, c'est un aparté, là, mais là, Oui. je trouve que je commence à caler. Uh-huh. Genre, pas beaucoup, mais Mhm. assez pour que ça me fasse peur. Puis je suis Oui. comme, j'ai toujours pensé que ça me dérangerait pas. Ouais. Puis là, j'ai réalisé que il y a des chances que je devienne le gros gars poilu de Comic partout. Book Shop. Non, mais poilu de partout sauf de la tête. Hmm. Ouais. Genre, c'est ça que je veux pas. Ça me dérange pas d'être chauve, mais il faudrait que je sois chauve partout. Va falloir que tu te rases. Mais non. Grosse job. Ou pas. Dépendamment comment tu On veux. fait Ouais, pas non, ça. fais pas ça. Non. Mais moi aussi, tu vois, ça m'a tout le temps. Je veux toujours dire, vieillir, ça me dérange pas tant. Ben, ça me dérange pas. Visuellement parlant, je suis capable de l'assumer, je pense. Mais ma perte de cheveux, ça est venu chercher une corde sensible que j'avais pas dans moi. On est sensible, hein, les À ça, messieurs. à On ça a il nos- paraît que c'est très fréquent. Nos ouais. standards de beauté, là, c'est Ouais. difficile à suivre. C'est pas facile d'être un homme en C'est 2020. pas facile d'être un homme. Tabarnak. Vraiment tough. Fait que je vais vous parler de bande dessinée. Ah ouais, hein? Ouais. Si, admettons, tu perds tes cheveux, je te dis que faut que tu fasses faut que tu aies une queue de cheval. Ah oui, pas de cheveux, mais une queue de Ouais, cheval. ouais, faut que tu ouais, sois ouais, le c'est- comic book guy là, jusqu'au bout. Tu mets des sandales à la job, puis des t-shirts de tes films favoris de Godzilla. Moi, je vais vous parler ben, de quelque j'ai chose déjà pas mal tantôt ça. avec ça. Ah oui, lié à ça? Ouais. Ok. Avec un gars qui a pas de cheveux, mais qui a une couette. Hmm. Wow. Ok. J'ai eu l'image mentale. En tout cas, j'ai imaginé que je me tenais au bistrot à Jojo. Ouais, au Ouais. petit bar. Au petit bar. Au petit ouais. bar, pas loin, oui. Sur le... ouais. Sur Saint-Denis. On 2 les salue. bars. Je sais pas si les gens comprennent cette référence-là, c'est très régional, mais Ben, je Ben, comprends je pense exactement ce que tu veux dire. voilà. Mm. La première BD dont je vais vous parler, ça a un titre un peu bâtard. Ça s'appelle 1, 2, 3 Picard. Hey, c'est pas bâtard, ça. Ben, si, je trouve ça semi-sexy Ouais. comme titre. Ça dépend de quel Picard, là. Ouais. Ça. Ouais, Ben, est-ce que c'est ça. C'est Picard avec 2 C, en fait. Ah. Hein? Ouais. C'est en fait 1, 2, 3 parce que c'est une genre de biographie sur plusieurs générations d'une famille de savants, plus ou moins fous. Donc, ça commence dans les années 20 avec Auguste Piccard, qui est comme un pionnier de l'exploration stratosphérique. Genre, il se bâtit des nacelles gonflées par des gros ballons, puis là, il se lâche lousse pour aller prendre des mesures dans la stratosphère. Non? Mhm. Puis là, après, le fils
Jacques, lui, est plus impliqué dans les affaires de sous-marins, genre de descendre le plus creux possible. Puis là, le petit-fils qui s'appelle Bertrand, il revient dans les airs, mais c'est genre un gars qui a des records du monde de faire le tour du monde dans des avions complètement solaires et tout. Fait que c'est comme des gars qui ont repoussé les limites. Une famille, là, de genre, c'est comme de casse-cou explorateurs et tout. Puis c'est vraiment fascinant, genre un récit comme fucked up à lire. C'est-tu la fiction ou... Non, c'est vraiment... Okay, c'est des vrais un personnes. documentaire. C'est des vrais, Ouais. ok, c'est une BD documentaire. C'est une BD documentaire. Là, l'anecdote qui est intéressante, c'est que le premier Picard, Auguste, il aurait inspiré le professeur Tournesol dans Tintin. Ah, Puis je pensais aussi Jean-Luc Picard, moi aussi. mais en fait, ça serait son frère à lui, qui était aussi un chimiste qui aurait comme inspiré l'autre Picard, le Jean-Luc. Fait que là, toute cette famille-là, en tout cas, de savants. L'autre, plus ou attends, moins tu parles connus. du frère qui élève qui fait du vin dans l'épisode. Ok, non, tu fais pas référence à l'épisode. Non, le frère de Auguste Ouais, Picard. oui. Oui, ok. Oui, Lui c'est a ça. inspiré Voilà. Jean-Luc Fait que Picard. Bon. toute la famille Picard. Son fils à lui a inspiré Luc Picard. D'accord. Ouais, D'accord. exactement. Oui, c'est... Et à faire Babine. Oui. Exactement. Est-ce que je veux voir Luc Picard dans des montages de Star Trek The Next Generation? Luc Picard, les yeux pleins d'eau, qui est comme engage. Mais tu sais, genre, tu sais pas s'il est triste à cause des patriotes ou parce qu'il y a une civilisation qui doit sauver puis il est tout pris avec un défi moral. Je le Faut regarderai. qu'il soit à côté sur un corde de porte aussi. Il fait tout le temps ça. Ah oui, il il jase, sort. puis il parle. Il sort du turbolift, là, puis il est comme... Ouais. Je verrai aussi Jean-Luc Picard dans L'ombre de l'épervier. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Là. Allez-y à la maison, vous avez du temps libre. On fait du swap. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est des histoires vraies, puis je trouve ça vraiment fascinant. Genre, tu sais, comme ça fait des... C'est comme moderne, mais ça file vraiment une lecture comme de grands explorateurs, comme genre de ceux qui ont découvert l'Antarctique et tout, mais c'est vraiment plus à la verticale, genre par en haut ou dans les profondeurs. Là. Fait que c'est comme vraiment comme des gars qui sont comme motivés par le défi, puis de genre comme je pense qu'on peut aller encore plus haut, ou je pense qu'on peut aller encore plus profond, comment on pourrait faire, puis qu'ils trouvent des moyens. Tu sais, comme sont à peine le Jacques, genre il a désigné des milliers de genres de bathyscaphes puis de sous-marins. Il a jamais étudié là-dedans. Là. Il a juste tellement baigné là-dedans dans toute sa vie. Ah, comme le gars du Titan. Comme le gars du Titan. Oui, exactement. Sauf que lui, en général, ses affaires, ils ont bien mieux été. Ils n'ont pas implosé. Voilà. Fait que ça, chaudement recommandé. Sinon, j'ai lu... Rappelle le titre, excuse-moi. Oui, juste pour, 1, 2, 3, Picard. C'est d'un gars qui s'appelle Jean-Yves Duhoux. C'est chez Dargo. OK. Les références sont sous l'épisode. Oui. N'est-ce pas? Oui, on essaie de les mettre. Ouais. Puis sinon, j'ai lu un autre livre qui s'appelle Crimi, K-R-I-M-I, par un gars qui s'appelle Thibaut Vermeau et un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Sinker, qui est un peu sur... c'est pas une biographie de Fritz Lang, mais c'est vraiment comme l'histoire de comment Fritz Lang a été amené à tourner M le Maudit et de l'histoire vraie du vampire de Dusseldorf qui l'a inspiré. Ouais. Le truc, fait que c'est vraiment comme... on baigne un peu dans un truc glauque, mais l'objet livre en tant que tel, il est magnifique. Là, c'est une très grosse brique en noir et blanc avec, tu sais, qui a vraiment l'esthétique justement de Fritz Lang de l'époque. Donc c'est inspiré surréaliste allemand, c'est ça? Ouais, un petit peu. Des grandes pages de Berlin en noir et blanc, un peu, tu sais, qui ressemble à Metropolis et tout. Puis pour vrai, si vous avez une fascination, soit pour le true crime ou pour le cinéma, c'est chaudement recommandé. C'est vraiment un très très beau livre et oserais-je dire un excellent cadeau de Noël. Et combien tu le vends? C'est ça l'affaire. Le C'est livre il est beau, mais il est genre 68,95. Faut que tu baisses tes prix, man. Écoute, si seulement les prix baissaient en quelque part de quoi que ce soit. On va prier pour ça, ouais, c'est ça. Ouais. Rappelle le titre de celui-ci. Crimi. Crimi, comment t'écris ça? K-R-I-M-I. K-R-I-M-I. Génial. T'as-tu autre chose? On continue tantôt? Je vais y aller avec mes petites nouvelles, moi, de mon côté, parce que tantôt, on parlait, Laurent, je sais pas si t'es dans le Spooky Season. T'écoutes-tu des films d'horreur, toi, durant le Oui, Spooky j'ai Season? commencé ça. Moi aussi, j'ai revu le premier Evil Dead pour la première fois depuis genre 20 ans. Ouais. Parce que j'écoute toujours le 2. Oui, c'est vrai que tout le monde commence avec le... Parce que le 2, c'est pas comme un remake du 1. Ouais, ben c'est ça. Je suis comme, tant qu'à voir la même affaire, je vais prendre la meilleure version. Ouais. Mais il y a le fun quand même, là. J'ai comme... Il
Il est cool. Ça a lancé la carrière de Sam Raimi puis Ouais. de Bruce Campbell. Ouais. Puis comme j'expliquais à Simon tantôt, moi je me tape des Are You Afraid of the Dark en anglais sur Ah YouTube. ouais. Ils sont tous là, fait que ça vaut la peine. Je veux vraiment au hasard. Puis dans cet univers de streaming où tu essaies de trouver des affaires pendant 20 heures de temps, puis de toute façon tu finis par dire je vais écouter ça, mais c'est disponible nulle part, ça fait du bien des fois de retomber sur des choses un peu plus simples, voire même gratuites. Et là, je parle ici de Tubi, qui est une plateforme que tout le monde adore. Adore pour plusieurs choses. De un, elle est gratuite. De deux, elle est gratuite. Et de trois, elle a beaucoup de 90s shit dans son catalogue. Et donc, en tant que vieux monsieur, ça fait plaisir à nos sensibilités. Moi, pas question de me faire challenger. Il faut que j'écoute des affaires des années 90. Juste des affaires que j'ai déjà vues. Exactement. Mais ils ont quand même une bonne sélection de trucs plutôt modernes. Là. Puis ils ont leur propre contenu qui est plus ou moins bon. Là. Des fois, ça va de dégueulasse à très dégueulasse. Plus, j'ai jamais vu le côté plus ou moins bon. Ben, tu vas peut-être le voir bientôt, puis malgré le fait que c'est quelque chose de nouveau, ça reste dans les sensibilités des années 90. On parle d'un... Oui. Non, excuse. J'allais faire un aparté, mais c'est juste que moi, quand je vais sur Tubi, je m'en vais dans Nouveautés, puis là, je descends en bas, puis là, je check qu'est-ce qui est nouveau. Puis là, je monte tranquillement. Puis là, tu vois que ça monte de qualité. Mais je commence tout le temps par les affaires en bas. Là, c'est, mon Dieu, que ça fait dur. Donc, c'est le fun. Quelque chose qui relie Tubi Originals puis les années 90, c'est une adaptation de R.L. Stine, donc créateur de Goosebumps, qui a eu une influence incroyable dans les années 90, puis qui a encore des répercussions à ce jour. D'ailleurs, il y a 2 adaptations sur Disney+, qui sont disponibles de son œuvre en mini-série, qui sont quand même très bien foutues. On a reçu ça à la job. On commençait à adapter les romans de Goosebumps en BD aussi. Je l'ai vu, j'ai vu des extraits sur Internet. J'ai trouvé que l'art était assez dégueulasse. Ben, c'est un peu... Je trouvais que c'était très, très, très... Ça très sort pas ordinaire. du lot, mettons. Non, mais c'est ceci ça. existe pour Ceci une nouvelle existe. génération. Puis il y a bien sûr là, la série de 3 téléfilms sur Netflix qui s'appelle Fear Street. Puis récemment, il y a eu un truc qui s'appelle Fear Street Prom Queen qui était dégueulasse sur Netflix aussi. Mais là, c'est pas de Netflix, je vais vous parler, c'est vraiment de Tubi. Il y a un truc qui s'en vient qui s'appelle Pumpkinhead, qui est l'adaptation d'une nouvelle que R.L. Stine a écrite dans le temps, qui a déjà été aussi adaptée pour une série qui n'était pas Goosebumps, qui s'appelait... je me souviens plus c'était quoi, le R.L. Stine quelque chose Hour, Dark Time Hour, une affaire de même. C'est quelque chose qui a suivi Goosebumps. Puis là, ils en font un film, et ce film-là sort cette année sur Tubi gratuitement. Ça sort le 17 octobre. Ça s'appelle Pumpkinhead. Donc, dans cette histoire-là, t'as je pense que c'est 2 frères, ou un frère puis une sœur aménagent dans une nouvelle ville. Et là, le frère disparaît. Et personne ne se souvient qu'il a même existé. Donc, Sam, son frère, essaie de le retrouver avec des amis qui s'est fait sur place. Je pense que c'est ce qui est le fun. C'est comme s'il y a moins de budget, habituellement, parce que c'est du Tubi. Ça risque de quand même être justement aller chercher cette fibre-là très Goosebump. Là. Si vous écoutez des vieux épisodes de Goosebump, il n'y avait pas beaucoup d'argent là-dedans. Là. Au niveau de la production, c'était pas extraordinaire. Donc, on vient un peu à ces bases-là. Je sais pas si le film va être bon, mais je trouvais ça intéressant qu'on allait avoir une adaptation de R.L. Stine en 2025. Donc ça s'en vient le 17 octobre. Ça s'appelle Pumpkinhead, à pas mélanger avec le film mettant en vedette Bishop de Alien. C'est pas la même affaire. C'est pas ça. C'est pas cette affaire-là. On va continuer avec toi, Simon. Donc, on continue avec la Spooky Season et je me suis dit, je vais vous parler d'une série de films que j'ai regardé. J'ai commencé la série Phantasm. Phantasm? Phantasm, c'est réalisé par Don Coscarelli. Coscarelli, oui. Il a fait entre autres Boba Hotep. Avec Bruce Campbell qui jouait Elvis. Mais il a surtout fait les films de Phantasm. Il en a fait 4 sur 5. Le premier est sorti en 79, le deuxième en 88 et le troisième en 94. OK, Phantasm, c'est un peu difficile à expliquer parce que ça se tient pas tant que ça comme histoire. Mais je pense que c'est pas ça qui est l'intérêt. J'essaye encore de savoir c'est quoi l'intérêt, honnêtement. Je comprends
mais on dirait qu'il y a quelque chose qui fait que j'embarque, mais pas complètement. Mais bref, le premier film, on a la mort d'un personnage au début qui, suite à son enterrement, il y a un jeune garçon qui voit que on pourrait dire le propriétaire de la maison maison funéraire, Ouais. à place de enterrer le corps dans un cimetière, prend le corps. Et là, le petit gars, il comme capote, il voit ça, puis comment ça. Et là, on se rend compte que le propriétaire de la maison funéraire, qui s'appelle le Tall Man, parce que c'est un très grand monsieur, habillé de noir, prend ces cadavres-là et est capable de les amener dans une dimension. Et là, il va les utiliser comme esclaves. Okay. On ne sait pas trop pourquoi, mais là, il les transforme en petits nains créatures que, si tu regardes vite, on dirait dans Star Wars, là, les petits vendeurs là, ou les thrifters. Les Jawa. Les Jawa, oui, voilà. De dos, tu penses que c'est ça, parce qu'ils ont le même costume, mais ils ont une face de monstre. Et là, notre jeune garçon se met en équipe avec un vendeur de crème glacée qui est le meilleur ami de son frère. Et ce gars-là est chauve et a une couette. Ah oui, OK, on y est. C'est là le lien avec Laurent. Et ce gars-là devient un peu la vedette de la série parce qu'il est joué dans tous les films. Le jeune, dans le deuxième, se fait remplacer par l'acteur James Legros, mais dans le troisième, revient, et là, dans le quatrième aussi. C'est dur, mais c'est que c'est tellement compliqué. Dans ce film-là aussi, les gens se font attaquer par des boules de métal qui rentrent dans leur tête et qui crachent le sang. Et après, on sait pas trop ce qui se passe. I guess qu'il meurt, là, mais... Ouais, tu es en train de décrire un rêve fiévreux depuis tantôt. Ben, c'est ça l'affaire avec Phantasm, c'est que surtout le premier, un mode très rêve. Puis je pense que c'était là l'idée, parce que du titre, Phantasm, c'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, les rêves, puis tout ça. Puis on dirait que ça se perd dans la série, mais on développe le lore un peu. Et dans le deuxième, là, on voit plus de boules de métal. Et dans le troisième, on sait c'est quoi les boules de métal. C'est d'autres âmes de personnages, et c'est l'âme il y a une des boules de métal qui devient gentille. Hein? Et c'est l'âme du frère du petit gars. Du petit gars au début. Et là, la boule, elle aide nos héros à s'enfuir parce que nos personnages principaux, en fait, dans tous les films, se promènent de ville en ville à essayer de trouver le Tall Man pour s'en débarrasser, quand lui aussi les poursuit pour se débarrasser d'eux. On ne sait pas trop pourquoi il est comme très... il veut absolument les tuer. À un moment donné, c'est comme ça marche pas, passer à d'autres choses, mais bon. Puis, c'est ça. Il y a aussi le fait que le gars avec la couette, moi, je trouve qu'il ressemble à Lucien Francoeur. Bon, un autre. Fait que moi, je comprends l'intérêt, comment ça ravive l'intérêt. Ça me distrait beaucoup parce que je suis comme, ouais, mais tu sais, je peux pas le prendre au sérieux. C'est Lucien Francoeur. Mais aussi, je pense que tu es supposé de pas tant le prendre au sérieux parce que justement, il n'y a pas le look d'un action hero, d'un héros de film d'un film d'horreur. Mais écoute, il s'est construit une 12 avec 6 canons. Fait que, wow! Tu sais. C'est là que tu nous dis ça? Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y a tellement de petits éléments. Mais c'est ça. Le troisième, pour moi, c'est le meilleur, et je te dirais que c'est un peu
Dream Warrior de la série. Parce que, tu sais, on se souvient, dans Dream Warrior, il y avait comme un groupe de personnes ensemble qui combattaient Freddy. Et c'était le troisième, et c'est un des meilleurs. C'est ça. Mais là, dans celui-là aussi, on a le Lucien Francoeur, le petit gars qui est rendu adulte, qui a été... ils sont allés le rechercher dans le monde des morts ou dans le monde de la dimension des esclaves, de whatever. Il rencontre aussi un petit gars qui est un genre de Kevin McAllister, mais qui tue. Ah, c'est le bon fils. Parce que, oui, c'est ça, parce que au début, il y a comme des méchants qui viennent piller une maison parce qu'ils pensent qu'elle est comme abandonnée. Puis le petit gars, il fait « Ah, c'est ma maison! » Puis là, il leur pitch un frisbee qui leur coupe la tête. Puis, tu sais, c'est bien normal. Puis aussi, il rencontre une fille qui a des nunchucks dans la maison funéraire. Et elle utilise les nunchucks pour se battre contre les boules de métal. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des nunchucks. OK. Fait que c'est sûr que c'est pas ça que c'est ça. OK, c'est ça ta conclusion. Ben, c'est ça. Mais encore là, j'ai de la misère à comprendre. Tu sais, c'est comme une série qui est comme culte et quand même populaire un peu, mais non plus, c'est pas celle qu'on entend le plus souvent parler. Fait que, tu sais, c'est... je suis comme curieux, je vais continuer. Là. Je vais écouter le 4, puis je sais qu'il y a, il y a un 4 puis il y a un 5 qui est sorti en 2016, mais c'est pas la même personne qui réalise, fait que j'ai aucune idée de ce que ça donne. Et ça avait pas l'air très bien coté, mais écoutez, je vais continuer à avancer là-dedans, mais c'est pas quelque chose qui m'a charmé tant que ça. Mais pour les amateurs de séries, de films d'horreur obscurs, ça peut être, il y a un intérêt quand même. Puis il y a quand même, le réalisateur est quand même capable de bien rendre le côté creepy ou eerie du monde dans lequel on est. Mais c'est un monde où il n'y a pas de budget, fait qu'il n'y a pas il n'y a pas bien des acteurs. Ils sont tout le temps dans des villes abandonnées. Fait que c'est ça. Mais c'est spécial. OK. Ça a l'air moins rough que ton voyage en Amityville, quand même. Ah oui, non, c'est ça. C'est des meilleurs films, je te dirais. Bon. Mais c'est comme... c'est un mood. C'est lent, puis il y a des boules de métal. Il y a des boules de métal. OK. Des boules de métal qui volent puis qui te tuent. Où t'as écouté ça? Est-ce que c'est disponible quelque part? Ou... Ah ben, ça doit être sur Tubi, mais... Sûrement. J'ai écouté ça sur iTunes.videotron.com. C'est ça. C'est bon. Ben, merci. Sûrement acheter le coffret 4K. Ouais, il va sûrement l'acheter. On a fait de la joke tantôt avant que t'arrives. Il y a bien des chances que ce soit qui se passe. Merci, Simon. Oui. Des petites nouvelles de cinéma, mais de BD aussi. Vous rappelez-vous de la BD Peau d'homme? Peau d'homme? Ouais. En as-tu parlé à l'émission? Toi, t'en as parlé à l'émission. Oui, je pense que j'en ai parlé à l'émission. C'est un hit de là, comme 3-4 ans. Il avait gagné des prix Angoulême puis tout. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, j'ai pas mal tout supprimé de ma mémoire. Ce qui se passe ouais, déjà, c'est pas un gros backlog. Non, pour cette période-là, non. C'était écrit par Hubert, qui est décédé depuis, et dessiné par Zanzim. Là, j'ai appris cette semaine qu'il y a un tournage d'un film qui est commencé. L'histoire, là, c'était comme une femme médiévale. C'est comme une fille qui est promise à un prince, puis qui va se marier, puis là, elle se fait chier parce qu'elle est à l'époque médiévale, puis elle peut rien faire chez elle. Mais il y a comme... sa belle-mère qui dit « Écoute, dans la famille, on a une peau d'homme qu'on se passe de génération en génération, c'est-à-dire que c'est vraiment un suit qu'elle peut enfiler et elle devient comme un homme. Puis là, elle est libre de faire ce qu'elle fait. Elle va sur Discord, elle a des propos misogynes. Ben non, mais elle peut sortir en ville puis comme, comme vivre la vie puis voir c'est quoi. Puis là, ce qui était comme la partie qui est intéressante de tout ça, c'est que son mari, le prince, comme l'ignore complètement. C'est comme un mariage d'apparat, mettons, là. Fait qu'il s'en fout un peu mais c'est comme s'il y a une histoire d'amour avec son pendant masculin. Puis là, elle est prise un peu dans cette affaire très Superman, Clark Kent, mais dans
dans une forme médiévale. Ouais. Donc, il y a un film de ça. La BD est super bonne. Le film il a commencé à être tourné, c'est écrit et réalisé, dis-je, par Léa Domenac. Je ne la connais pas. Elle a réalisé un seul film à date qui s'appelle Bernadette avec Catherine Deneuve. C'est sorti récemment. Catherine Deneuve qui joue dans le film avec Karine Viard et la chanteuse qui s'appelle Pomme. Qui a fait ses débuts au cinéma aussi l'année passée. Là, fait que, puis qui a un look un peu androgyne, un peu, fait que ça fit quand même dans le rôle principal. Fait que je suis bien curieux de voir ça. Sinon, avez-vous parlé de l'autre grosse nouvelle de cinéma du jour? Celle des Simpsons? Ouais. Non, on n'a pas parlé. Grosse nouvelle. What? Ils ont annoncé un deuxième film des Simpsons aujourd'hui. On ne sait rien du tout à part qu'on a une date de sortie, c'est-à-dire le 23 juillet 2027. Dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est-à-dire 20 ans après. Ça fait 20 ans, je me souviens. Premier film. Je sais, ma blonde de l'université m'avait acheté le DVD. Hey, c'est drôle parce que j'en parlais avec mon collègue tantôt, puis les deux, on était comme ah ouais, moi je suis allé voir ça avec une de mes premières blondes, ah ouais, moi avec une fille que je tripais dessus. Ouais. Là, ça a tout pas bien fini, fait qu'on est comme on ira pas revoir Toutes nos core memories sont associées à ce film-là, puis des Simpsons. Ouais. Pourtant, je me rappelle de rien du film des Simpsons, à part le Spider-Pig, I guess. Spider-Pig qui était très drôle. C'est tout ce qui est resté, fait que pourquoi là? Pourquoi pas? Oui, mais déjà, je comprends. C'est quoi le problème? Ben, je sais pas. Ils ont attendu 20 ans. Même pour le premier, il avait dit qu'il voulait une histoire bonne à raconter au cinéma. Mais même pour le premier, j'étais comme pourquoi maintenant, tu sais, genre on écoutait déjà plus les Simpsons quand il est sorti. Ouais, ça a pris du temps avant que ça soit un film. Ouais, puis là, on a le deuxième, mais tu sais, comme moi, mes souvenirs, c'était que c'était un long épisode, là, mais il y avait pas... Ouais, mais c'était quand même un peu plus que ça, je pense. Ouais. Au niveau de la production de value, je sais pas. Ouais, moi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, moi aussi. Je l'ai jamais revu, genre j'en garde un souvenir agréable, mais c'est pas mon Simpson go-to, mettons. Non, je comprends, c'est pas comme des petits Gildoroy, mettons. Non, mais c'est ça. Je peux dire ça tous les jours puis trouver ça drôle encore. Exactement. Mais... ouais, il faut dire que c'est moins... c'est moins commun de pogner un cochon et de mettre des petits souliers puis de le faire marcher sur le plafond. Là, on fait pas ça dans notre quotidien. C'est vrai. Une fois pour moi, puis plus jamais, OK? Je divague, là, mais je diverge plutôt. Une monnaie à Ciné-Cadeau, j'ai regardé un film de Lucky Luke, mais un des plus récents. Qui est sorti comme dans la dernière 12aine d'années, ça veut dire. Je pense celui que c'est avec RBO? Oui, celui avec RBO. Ils font les voix? Il s'appelle... Oui, ils font des voix dedans. Il s'appelle Lucky Luke, Tous à l'Ouest, si ma mémoire est bonne. Okay. Puis dedans, il y a rentre en plan. Ouais. Puis il débarque, puis il voit Lucky Luke pour la première fois dans le film. Puis il dit, puis je pense avec la voix de Guillaume Lepage, mais il dit « Ah, je le connais, lui, c'est Gildor Roy. » Ah, je le connais, lui, c'est Gildor Roy. Ça m'a tellement cassé. Je m'attendais tellement pas à, genre, 30 ans plus tard, un autre excellent gag de Gildor Roy dans un film d'animation étranger. Que, ouais, ça m'a cassé. Et pour nos amis français, Gildor Roy est un animateur, chanteur et comédien québécois. Ouais. Et qui est comme, jusqu'à preuve du contraire, un être qui a l'air vraiment fucking gentil. Et Ouais. pour des raisons obscures, on fait référence à lui dans des épisodes Oui, des Simpsons. Mais Simpsons. pourquoi pas? Ouais, rendu là, on le met partout. ouais. Une tapisserie à Gildor Roy, serait magnifique. Quand même. Je l'ai vu en début d'année, là, au Rendez-vous Québec Cinéma, il y avait le bingo de Claude Crest. Oui. Puis Gildor était là pour donner des prix. C'est donc bien nice. Je savais pas. Ben, ouais. Ben, c'était comme, vu que c'était dans le gala, parce qu'il a sorti un film l'année passée, là, La petite fille et le vieux, quelque chose de genre. Peut-être que je sais pas ça exactement, là, mais fait que... Hey, juste, il était là avec sa jeune co-star. Pour revenir sur 2 secondes sur les Simpsons, parce que j'avais noté un petit truc par rapport à ça. Le film prend la place, tu as dit la sortie le 23 juillet 2027, ça prend la place d'un film de Marvel qui n'était pas annoncé. Ok, on savait qu'il allait avoir quelque chose là, mais il n'y avait pas de titre associé. Donc finalement, il n'y aura pas de film entre Avengers Doomsday qui va sortir le 18 décembre 2026 et Avengers Secret War qui va sortir le 17 décembre 2027. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Simpsons sont dans le MCU maintenant. Ben, comme c'est Disney, c'est tout peu dans le même univers. Et puis c'est 2 semaines avant la sortie de Biabiverse. Bon, tu vois. Hey, S'il y c'était a pas un gros été.
Ouais. Amenez-nous tout de suite à l'été 2027. On peut prendre notre temps, là. Je suis pas pressé. Pas pressé. Il va y avoir une augmentation de loyer entre-temps. Sinon, c'est ça. Est-ce qu'on va se rendre? Oui, il y a aussi ça. Cette Les grosse cheveux, ils question. se rendront pas. Non, ça va être comme... moi, j'ai une petite nouvelle. Souvenez-vous de l'épisode 684, messieurs. Comme Hein? c'était hier. Comme c'était J'étais-tu hier. déjà là? Ouais. Oui, t'étais là. On a parlé de Marvels, de Kirk Busiek et Alex Ross, une mini-série de 1994 qui met en scène un personnage, un photographe de New York qui s'appelle Phil Sheldon, qui, un peu de sa perspective, parle de l'apparition des premiers vilains et héros du MCU. C'est comme la perspective d'un quelqu'un de normal sur les rues de New York. Et c'était vraiment une bonne mini-série, autant au niveau de l'écriture que l'illustration d'Alex Ross. Et là, plus que 20 ans plus tard, quand même, 30 ans plus tard, même plus, ils vont sortir en partenariat avec Marvel Comics et Abrams Comics Art une adaptation littéraire, ce qu'on appelle une novelisation, ce qui est souvent courant pour non seulement les comics, il y en a pour les comics, mais le cinéma, là, c'était très populaire jadis. Ouais, Où oui, on avait une adaptation mais- en roman d'une œuvre cinématographique. Puis j'ai déjà vu des adaptations aussi en roman de BD, de Ah X-Men ouais? et autres. Ouais, de Spider-Man, j'en ai vu plein. Je savais qu'il y avait des romans basés sur des héros, mais je pensais que c'était des histoires originales. Il y a des histoires originales, il y a des histoires des fois qui sont reprises de séries de Ah, comics ouais. qui ont été. C'est moins fréquent qu'avant, là. Je te dirais que c'est plus propre à une certaine période, mais là, il y en a une qui va sortir, puis c'est l'adaptation de Marvels, Marvel avec un S à la fin. C'est écrit par un certain Dev Darnall, et il va avoir une couverture nouvelle qui est illustrée encore une fois par Alex Ross, qui a fait l'original aussi, et le livre va aussi contenir quelques illustrations en noir et blanc puis en couleur signées par Alex Ross. Ça sort en mai 2026. Et ça, c'est là le côté qui est un peu moins intéressant. Le prix en canadien, j'imagine que ça va être une version qui est couverture rigide, donc un peu plus gros aussi. 33,99 canadiens. Fait que peut-être attendre la version Et à ce paperback. prix-là, là. tu peux acheter le trade. À ce prix-là, tu auras l'original si tu achètes le Ouais, trade. Tu vois pas Avec de pourquoi. l'or à chaque page. Oui, c'est ça. Ben, Quelle écoute, drôle d'idée, quand c'est même. une drôle d'idée, mais en même temps, c'est le fait que ça sort 21 ans plus tard, moi, que je trouve particulier. En plus. C'est pas que ça sort, que cette adaptation-là existe en soi, c'est pas grave, mais que ça sort maintenant, C'est quoi comme particulier. maison d'édition? Je connais pas ça. Abrams. Abrams Comics Art, ils ont fait plein de BD et d'autres types de romans. Là. Je veux dire, c'est assez réputé. Là. C'est pas nouveau. Comme C'est maison parce que d'édition. ma question, c'est que on dirait que c'est un produit, là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était genre, OK, choisis-toi un livre dans le catalogue scolastique, puis Oui. c'est comme, I guess que je vais lire ce roman de Garfield parce que c'est comme l'affaire qui rapproche le Cette plus adaptation de quelque chose que je veux vraiment lire, genre. Ben, c'est ça, c'est propre à une époque. Là. Tu sais, Quentin Tarantino a fait une adaptation littéraire de son film Once Upon a Time in Hollywood. Puis Ah ouais. Hey, lui, là. il l'a écrit après la sortie du film plusieurs années plus tard, mais c'était déjà son but. Puis lui, il a déjà aussi consommé énormément de films qui étaient adaptés je en comprends. livre. C'est vraiment une pièce d'une certaine époque. Fait qu'il le fasse là, c'est un peu bizarre. Je vous dis pas qu'il faut le lire ou pas le lire. Ce que je dis, c'est que c'est pas vraiment de son temps. C'est pas commun. Mais je vois le potentiel de pouvoir développer davantage sur quelque chose. Tu sais, la perspective de quelqu'un qui, du jour au lendemain, voit l'apparition des premiers héros de sa perspective à lui. Ah ouais. Mais le comic le faisait aussi très bien. À voir qu'est-ce que la BD, le livre va offrir de plus. C'est ça qui m'intéresse. C'est vrai qu'il y a plein de BD qui sortent qui sont des adaptations de romans. Fait que Aussi. pourquoi pas faire l'inverse? Ouais, on a ce tabou-là, je pense, en Amérique du Nord, mais au Japon, il n'y en a pas de problème. Tu sais, le livre Ouais, adapté c'est vrai. du jeu vidéo, le jeu vidéo adapté d'un roman, Ouais. le roman qui inspire un manga, ou qui est la suite d'un manga, qui est aussi la suite d'un jeu vidéo. Tu sais, Ouais. ce tabou-là semble pas être aussi présent C'est vrai. qu'ici, où là, on a l'air à trouver ça bien bizarre, puis trouver l'erreur. Ouais, Mais ça s'en vient. c'est Ça pas s'en- commun. Ouais. Marvel's The Novelization, ça sort en mai 2026. Moi, il y avait une époque où les films étaient moins disponibles, mais il y Ouais. avait beaucoup plus de chances que je lise une novélisation d'un film avant que je vois le film. Mhm. Genre, premier Batman, je l'ai Mhm. lu avant. Ouais, Saving Private Ryan, je l'ai lu avant. ouais. Comme, je sais pas, c'était plus disponible à la bibliothèque. C'est une autre époque. Je sais que comme- Simon, t'avais comme une adaptation, je pense, de Gremlins en roman aussi. Ouais, ils sont pas loin, ils sont en arrière de moi. T'as le 1 puis le 2 en roman? Je pense que j'ai le 1. Ouais. T'en as un dans Euh, ta salle de bain aussi, c'est quoi? C'est une autre affaire. Je sais que j'ai l'adaptation en comic des Teenage Mutant Ninja Turtles, les deux premiers films. Hmm.
Ça aussi, on le fait moins, les adaptations comiques de films. Ah non, ça existe encore, surtout pour ce qui est Star Wars. Même les téléséries de Star c'est Wars, vrai. ils les refont après en comic book. C'est vrai. Moi, j'avais lu la novélisation du flic de Beverly Hills 2. Et c'est le fun parce qu'il y avait une scène qui a été coupée au montage qui est dans le livre. Ah, C'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs. Des fois, il y a ça. Ouais, il y a ça dans les adaptations cinématographiques. Tu vois, en fait, c'est drôle parce que là, on focus sur ce truc-là, mais quand il y a un film de Star Wars, il y a souvent une novélisation qui vont sortir. Star Trek, la même chose. Il y a tout un verse aussi parallèle qui est mais ça aussi, c'est des pour Transformers aussi, en roman. C'est des produits de cette époque-là où on faisait encore ça. C'est comme si on le faisait pas pour des nouvelles affaires. Non. Genre, c'est propre à ce type de ça. publication, de contenu-là. Ouais. C'est pas mal ça. T'avais-tu un dernier truc, toi, Simon? Je voulais juste geeker out un peu sur la bande-annonce du jeu de Wolverine. Oh oui, man. Jeu qui a été annoncé il y a très longtemps et que j'attendais. En fait, je me suis acheté une PS5 pour jouer à Spider-Man 2 et à Wolverine. Ouais. Et là, j'attends encore Wolverine. C'est la même et compagnie, là, on a Insomniac. Insomniac, et là, on sait que ça sort en automne 2026, en même temps que le reboot de Baywatch. Écoute, le trailer est malade. C'est beaucoup plus violent qu'on aurait pensé. C'est très parce que violent. c'est quand même Insomniac et Spider-Man. Il n'y a pas de sang dans Spider-Man. Très peu. Mais là, Wolverine sépare des gens avec ses griffes et les rentre un peu partout. Et le sang revole. Et on a aussi apparition de Mystique et de Omega Red et je pense des Reavers, mais je sais pas. Ça, on verra. Là. C'est des genres de cyborgs. Ouais, mi-robot, mi-humain. Ouais, c'est ça. Fait qu'on verra. Mais écoutez, on a aussi un petit segment où on voit comment que le combat va arriver. La mécanique. La mécanique, c'est ça. Puis j'ai tellement hâte. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire, j'ai tellement hâte. Ça me fait penser, parce que c'est vrai que la bande-annonce, c'est surtout des cutscenes, donc des cinématiques. Mais il y a un moment, je pense qu'on peut faire référence à la même séquence où tu vois Wolverine se bat contre un genre de ninja ou je ne sais plus quoi. Puis automatiquement, tu vois qu'il y a comme la personne qui a joué a actionné une autre séquence de combat. Puis là, il revient en arrière. Puis là, ça fait beaucoup penser au combat dans Spider-Man, qui était aussi inspiré de la série des Batman Arkham. Ouais. Ça peut être très satisfaisant. Puis non, il y a un moment dans le trailer, dans la bande-annonce, où j'étais comme... OK, là, c'est crissement violent. Ça va loin, là. Au début, je trouvais ça... Ah, OK, on continue, là. C'est pas un Wolverine qui va donner des petites pichenottes de ses doigts, là. C'est fucking violent, là. Ouais, mais au-delà de ça, le jeu a l'air bien, a l'air beau. Sachant que c'est la même équipe qui est derrière Spider-Man 1 et 2, je suis comme vendu, là. Ils ont tellement bien saisi Spider-Man, fait que je vois pas comment ils pourraient se tromper avec Wolverine, mais... Comme tu l'as dit, on a quand même un an à attendre avant la sortie du jeu. Ouais. Tout ce que je va avoir... on a-tu GTA 6 avant? C'est comme en même temps. Je pense que c'est... Hey boy, je ne connais pas la date. Yoann pourrait vous le dire. Là. Moi, je n'ai pas l'intention de me lâcher à la sortie là, parce qu'il va sûrement coûter une beurrée. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, je voulais m'acheter un PlayStation pour jouer à Spider-Man 2 et éventuellement Wolverine. Je ne l'ai pas fait. J'ai acheté un Xbox à la place. Mais comme Yoann nous en parle semaine après semaine, il risque d'avoir une espèce d'ouverture entre les jeux PlayStation et Xbox, là, éventuellement. Est-ce que ce jeu-là va aussi sortir sur Xbox? Moi, c'est ce que je veux. Je veux la même chose sur Spider-Man, j'arrête pas de le dire. Fait que peut-être que... Mais tout est set, tu vas l'avoir, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je sais pas. Puis, je pense qu'il y avait comme des rumeurs comme quoi Insomniac continue à faire des jeux d'X-Men après. Je sais pas si ça avait été confirmé, non, mais bref, si ça arrive, j'ai confiance. Ouais, ça va être cool. Ça va être incroyable. Donc, voilà. Je voulais juste geeker. Ouais, ben écoute, c'est bien reçu. Toi, Laurent? Non, moi, j'ai fini. T'as fini, toi? Moi, il y a un dernier petit truc parce que, tu sais, j'ai essayé de jouer à Magic dans ma vie. Là. Magic the Gathering, puis je comprends rien. C'est compliqué. Ouais. Je comprends les mots, mais je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Puis Fait que je sais aussi que c'est comme un pit à cash, là, les gens qui y sont dédiés sont excessivement dédiés à ce hobby-là, qui a l'air vraiment très cool, bien franchement. Je sais que ce serait mon jam si j'avais plus d'argent, mais j'en ai pas. Mais un truc que j'aime bien, c'est les collaborations que Magic the Gathering font de ce temps-ci. Depuis 2019, en fait, ils ont une espèce de division qui s'appelle Secret Lair, où ils sortent des ensembles, où on connaît les cartes, en fait, puis c'est des genres de crossover, de collaboration avec d'autres franchises.
Puis ils en ont eu plein dans les dernières années. Il y a eu Final Fantasy, ils viennent de sortir un truc avec Spider-Man. Puis récemment, ils ont annoncé une collaboration avec The Office, où tu as le personnage de Trout Shroot sur des cartes. Donc, c'est souvent des cartes qui existent déjà. On fait juste changer l'illustration puis légèrement le texte, mais les mécaniques restent les mêmes. C'est surtout des cartes de collection. Tu peux jouer avec, là, mais c'est des cartes de collection. Elles sont franchement très belles. Puis Secret Lair font aussi des produits dérivés autres, mais c'est principalement ça qui attire l'attention. Puis là, ils ont annoncé un truc pour 2026 aussi. Novembre 2026. Ça va être gros, hein, l'automne 2026. Donc, oui, c'est très épuisant. Une collaboration avec Star Trek et on a eu une bande-annonce pour nous annoncer le tout. Faut dire que l'année prochaine, c'est aussi le 60e anniversaire de la franchise de Star Trek. Et la bande-annonce nous font des clins d'œil à la série originale des années 60 et aussi Next Generation. Donc, on va voir éventuellement l'ampleur de cette collaboration-là. Est-ce que ce sera assez pour que moi, je joue à Magic? Non, mais je dois avouer que ces genres de cartes que je trouve très précieux. Faudrait pas te pousser beaucoup, j'ai l'impression. C'est comme un peu, comment t'appelles ça? Warhammer, là. Il suffit que je tombe dedans un petit peu. Ah non, arrêtez. Tu voulais pas commencer la lutte il y a 5 ans, 4-5 ans. Ouais, là, je suis dedans. Je suis allé voir la lutte hier, justement. Tu vois? Fait que c'est tout ce que j'avais. Rien d'autre pour vous autres? Non. Perfect. On parlait de Fantastic Four. Juste avant, je vais faire les petites annonces, obligées. Peut-être juste une petite mise au point parce que quelqu'un m'a comme souligné qu'il y avait un bug. Quand vous êtes membre Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez en échange un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. Et j'en ai sorti 2 épisodes récemment qui sont dédiés à Astérix Obélix que j'ai enregistré avec notre ami Blaise. Et 2 épisodes courts, c'était pour vous donner du contenu d'ici notre cycle dédié à King dans les prochaines semaines, durant le mois d'octobre 2025. Et là, semblerait-il que l'avant-dernier épisode, l'épisode 167 de Bifurcation, n'apparaît pas quand vous êtes membre Patreon, mais que vous êtes aussi inscrit à Spotify. Il y a une fonction où vous pouvez vous inscrire à Spotify à travers la Bifurcation à travers Spotify si vous êtes membre Patreon. Demandez-moi pas comment, là, je sais juste que c'est faisable. À partir de votre dashboard, c'est faisable. Mais l'épisode 167 n'apparaît pas, mais l'épisode 168, oui. J'ai contacté Patreon, on me dit que du côté, c'est pas d'eux, ça serait du côté de Spotify, l'épisode a été retiré. J'essaie de comprendre pourquoi. J'imagine qu'il y a eu un faux positif à cause des algorithmes qui scannent les épisodes. Il n'y a rien de particulièrement choquant qui a été dit là-dedans. Je vois pas ce qui aurait été utilisé. Pas de la musique. Pas vraiment. Pas rien qui n'est pas utilisé dans l'autre épisode. On a utilisé la chanson thème d'Astérix puis Obélix. Fait que je vois pas pourquoi il aurait retiré ça. Mais l'épisode 168 est encore là. Anyway, si vous êtes abonné à notre Patreon, tous les épisodes sont là. C'est juste que si vous avez fait votre lien avec Spotify, sachez que l'épisode 167 n'est pas disponible. Il n'y a absolument rien que je peux faire pour ça. C'est Kafka au milieu des GAFA. Hein, tu vois, c'est Merci. Voilà. Mais sinon, l'entièreté du catalogue est disponible si vous inscrivez à notre Patreon. En échange d'un café par mois, faites en sorte qu'on peut exister. Faites en sorte aussi que vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Donc, si vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est une place, imaginez, là, un monde sans avocat. Donc, les gens, ils s'y tiennent la main. Donc, on échange des articles, on écoute des films durant Halloween qui s'en vient, la lutte de temps en temps, on se partage plein de trucs. C'est vraiment une belle communauté. Il y a aussi des gens qui s'organisent pour faire des sessions de jeux, que ce soit Fortnite ou d'autres types de jeux, Helldivers 2, entre autres choses. Moi, c'est le seul média social que je consulte plusieurs fois par jour. Puis, j'haïs ça, administrer des communautés en ligne. Celle-là, ça me convient parce que les gens se gèrent. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, faites en sorte également qu'il y a d'autres podcasts qui sont disponibles sur les différentes plateformes de podcasts, dont Terre Kaiju, Terre Humaine, Chizdor et Noël Chizdor. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music. Et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. Je vous rappelle que c'est le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants le lundi 27 octobre. On fait ça dans le cadre du festival Spasme. On est invité pour une 3e année consécutive. Le spécial d'Halloween, c'est une tradition. C'est le premier live qu'on a fait devant le public. C'était un spécial d'Halloween. Cette année, on fait ça au H-Gang Plaza, en billet du Théâtre Plaza, sur Saint-Hubert, ici même à Montréal, au 6524 rue Saint-Hubert. On ouvre les portes à 18h et le show est à 19h. 2 choses à vous annoncer par rapport à ça. Invité surprise qu'on va vous révéler dans quelques semaines, donc à peu près 2 semaines avant. Hein? Ouais, 2 semaines avant. Moi? Ben, je te l'ai dit ou je te l'ai dit?
Je n'ai pas dit grand-chose. Ben, on va te parler durant la pause. Mais donc, ça va être une surprise pour toi aussi. Donc, invité surprise. Autre chose ici, c'est qu'on... Ça va être ma vraie réaction. Il va être déçu. Pas ça. Autre chose, on parle d'un sujet pour le show. Donc, on parle d'un... C'est comme la conversation qu'on a à chaque semaine à la fin de l'émission. Là, on a une conversation unie autour d'un sujet. Et comme c'est l'Halloween, on vous réserve quelque chose d'absolument horrifique. Mais qu'est-ce que ça sera? Vous allez le découvrir dans quelques semaines. Psychologiquement dérangeant. Je pense que personne va en sortir complètement sain. Il va y avoir un avant et un après, autant chez les mystérieux que l'audience qui sont rassemblés au H-Gang Plaza. En tout cas, laissez-moi vous dire qu'il faut qu'on aime notre public en crise. Oui. Il faut qu'on aime se faire violence quelque part. Donc, si vous attendiez pour vous acheter des billets, là, c'est le temps. Le lien dans le descriptif de l'épisode. Parlez à l'être cher, à l'être aimé ou votre gang d'amis, allez acheter votre billet tout de suite. Bien sûr, il va y avoir des billets à la porte, mais moi, je serais très rassuré si finalement les gens achètent à l'avance. Comme ça, je sais le nombre de personnes qui seront présentes. Si vous attendiez, là, c'est le moment. Là. Le Spooky Season commence. D'ailleurs, cette semaine, je vais dévoiler le reste de la programmation du mois d'octobre des Mystérieux Étonnants. Je l'ai fait tantôt en début d'émission, mais il va y avoir un graphique qui va sortir sur différentes plateformes, dont Discord. Donc, les films qu'on va écouter sur Discord, les sujets du mois au show du lundi, les sujets de bifurcation pendant le mois également, puis une invitation, bien sûr, pour le spécial d'Halloween. On fait-tu des jeux de rôle cette année? Non, c'est une autre... Ben, on peut en refaire. C'était le fun. C'est beaucoup de jobs, à un moment donné. Ben, pour nous. Ben, pour le maître de jeu. Pour le maître de jeu, mais pour ceux qui l'organisent aussi. Là. Mais on peut Moi, je veux juste... ça éventuellement. Je veux juste mentionner que le sujet pour le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, certaines langues sales pourraient dire que c'est mon idée. Non. Ce n'est pas mon idée. C'est pas ton idée, c'est mon idée. C'est mon idée. C'est pas la faute à Simon. Mais blâmez-moi. Je pense que... Mais c'est ton jam quand même. C'est à cause. Ouais, c'est ça. Indirectement. Il fallait trouver quelque chose qui puisse intéresser les gens qui connaissent le sujet et qui ne connaissent pas le sujet, parce qu'on va en parler, mais si c'est complètement dérangeant comme ce l'est, je pense pas qu'on a besoin de connaître le sujet d'origine. Je pense qu'il faut juste prendre une coupe de consommation et se laisser aller dans la folie. C'est très cthulhudien tout ça, hein? La noirceur, les tentacules. Moi, je pense que c'est ça. Ça va être plus la folie. Ouais. L'abysse qui te regarde. C'est ça. La noirceur qui te regarde. te regarde en maudit. Hein? La noirceur, une pièce remplie de sacs de vidange. Ah ouais, ça, c'est beaucoup de métaphores. Under the Skin n'a rien inventé. Hein? C'est rien de ce film-là. Bon, j'ai dévoilé un petit peu trop déjà. On repart, on vient dans quelques instants avec le sujet de la semaine de Fantastic Four, First Steps. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film de Marvel Studios, de Fantastic Four, First Steps. Mais pas la charrue avant les bœufs, réalisé par Matt Sackman, qui a entre autres travaillé sur la série de WandaVision, qui met en vedette le film Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Barash, et Joseph Quinn et Julia Garner. Donc, c'est un film qui se passe, oui, dans le canon du MCU comme on le connaît, mais dans une terre parallèle où on est dans les années 60, où la première équipe de super-héros, c'est les Fantastic Four, c'est la seule équipe de super-héros, il semblerait, et ils ont amené l'humanité dans un état de collaboration à travers leur Future Foundation, jamais égalé dans notre réalité à nous, malheureusement. On n'est pas du tout à la même place. Donc, c'est des explorateurs, c'est des scientifiques. On passe tranquillement à travers leurs origines que l'on connaît. Là. Ils ont été bombardés par des rayons cosmiques, ça leur a donné des pouvoirs différents. Mr. Fantastic peut s'élargir comme il veut. Il y a aussi un intellect grand qu'il y avait déjà avant. Vanessa Kirby, Invisible Woman, peut se rendre invisible, créer des force fields, donc des champs de force. Donc, The Thing, c'est un bonhomme de roche qui avait super fort. Pas compliqué. La tapoche. Et Human Torch, Johnny, peut voler, utiliser... il peut lancer ses flammes. Il peut aussi absorber le feu, je trouve ça intéressant, l'aspect qui a été développé dans ce film-là. Donc, ils sont dans... et je vous rappelle qu'on se parle dans la dernière partie de l'émission. Je vais résumer l'histoire. Puis après, on va tomber dans le vif du sujet. Ils découvrent qu'il y a des planètes qui commencent à s'éteindre, si je peux dire, dans la galaxie. Puis ils veulent aller en l'encontre de ce qui est cette menace potentielle pour l'humanité et lors d'une expédition dans l'espace,
font la rencontre du Silver Surfer et de Galactus, qui veut mettre la main sur Franklin Richard, le fils qui n'est pas encore né de Sue Storm et de Mr. Fantastic, qui pourrait, de la façon que Galactus en parle, prendre sa place sur le trône sur lequel il est pris. Parce que Galactus est une créature genre demi-dieu qui a une fin F-A-I-M qui n'a pas de fin F-I-N. Donc, il voudrait que le fils de Franklin Richards, en fait, prenne sa place. Donc, il leur fera un deal. C'est soit l'humanité, c'est soit votre fils. Et ils prennent pas le deal. Donc, c'est les Fantastic Four qui essayent d'utiliser de la science, leur contact avec le public pour uniformiser ou plutôt unir l'humanité contre cette menace. Donc, c'est Galactus contre les Fantastic Four. Pas mal ça. Je sais pas comment résumer. Pas mal ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va rentrer dans le spoiler. Si vous avez pas vu le film, vous pouvez mettre l'épisode sur pause et revenir quand ça sera fait. Le film est disponible en VOD depuis la semaine dernière. Il sera beaucoup plus tard sur Disney+, pour rejoindre le catalogue de Marvel Comics. On va commencer avec toi, Simon, qui est à la maison. Qu'est-ce que tu as pensé de Fantastic Four First Steps? Je dois dire que mes attentes, je les avais baissées un peu en me disant c'est un Marvel, disons que les films sont bons, mais c'est moins excitant de vivre, d'aller voir un Marvel. Puis là, celui-là, il m'a gagné très rapidement et il a continué à me gagner tout le long. Et c'est ça, j'avais comme des émotions que je te dirais qui étaient comme « Hey, tabarnak, ok, je suis en train de vivre ça, je suis en train de voir un vrai film de Fantastic Four. Fait que moi, j'ai vraiment trippé. T'as embarqué dans la proposition. Ouais. Excellent. Toi, Laurent, qui est aussi un fan de Fantastic Four. Tu lis les Fantastic Four en commun. Je suis tellement content. Ouais. Justement, oui, ça fait je lis les Fantastic Four depuis que je suis tout petit. Puis c'est la première fois que ça marche. C'est la première fois que quelqu'un a compris comment faire, puis qu'ils ont trouvé le fun que c'est supposé être, mettons. Fait que je suis vraiment content et ému de tout ça. Que ça, je veux dire, je pense pas que c'est un grand film, mais je pense que c'est ça que cette équipe-là avait besoin. C'était une vibe beaucoup moins dark que ce qu'on a essayé de faire, une vibe 60s, rétro, futuriste. Mais même leurs costumes, ils ont l'air douillets. Ils ont l'air en laine confortable. Je suis comme tout l'esthétique, c'est parfait. Mon boy Galactus, qui est là tel qu'il doit être, c'est-à-dire pas une fucking genre nuée d'étoiles. Genre, je l'ai toujours pas digéré, cette histoire-là. Ça fait 20 ans, là. Ouais, ben, c'est pas grave. Mais là, il est genre, oui, il est un gros gars avec un gros casque ridicule et encombrant, puis c'est parfait comme ça. Puis c'est tout ce que je voulais dans la vie. Fait que... ouais, non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Je suis même déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma quand il est sorti, parce que je pense que j'aurais apprécié le voir sur grand écran, mais ce film-là a un peu à la manière d'une liste coché exactement tout ce que je cherchais dans un film de super-héros. C'était drôle, léger, en même temps au niveau de direction artistique, vous l'avez mentionné les deux, la vibe 60s, elle est très présente, mais c'est un genre de rétro-futuriste, presque du Jetson, là, un peu dans son approche. Puis c'est fou à quel point le film passe une bonne partie sur les interactions entre les personnages et est concentré sur la famille et le côté scientifique qui se peut pas, là, mais science qui se peut pas, mais qui est quand même là. Mais c'est la famille avant tout. Il y a très peu de scènes de ta poche. Puis quand je dis ça, c'est que quand les scènes de ta poche sont présentes, elles ont un impact. C'est eux qui deal. J'ai trouvé que leur chimie entre la gang fonctionnait super bien. J'y ai cru. Je veux un set de Lego de Herbie, le robot, avec qui ils ont une collaboration. C'est pas un esclave artificiel qu'ils ont créé. J'ai adoré Herbie. Elle fait partie de la famille. J'ai full aimé ça. C'est une grande lettre d'amour au personnage, aux origines du personnage. D'ailleurs, petit caméo de Stan Lee et de Jack Kirby à un moment donné dans le film. Il y a deux créateurs de bande dessinée du New York des années 60 qu'on reconnaît comme étant les deux grands pionniers qui étaient ces hommes qui ont co-créé plusieurs des personnages les plus importants dont on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. J'ai eu du fun, man. J'ai vraiment eu du fun. Je ne peux qu'avoir de l'espoir pour la suite. J'avais beaucoup pas d'appréhension, j'ai pas d'appréhension pour ces choses-là, mais je me demandais comment ça allait fonctionner pour moi, Pedro Pascal, parce qu'on le voit partout. Là. Puis j'en ai oublié que c'était Pedro Pascal, ce qui est comme pour moi une bonne chose.
Voilà. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai beaucoup aimé son read. Mhm. Il est comme un peu effacé dans sa façon de jouer. Tu sais. Il est comme sobre, mais il pense tout le temps. Puis je trouvais que c'était un excellent choix d'acteur de le faire comme ça. Mhm. Mhm. C'est pas... Ça refait ressortir son... c'est un peu simple, ce que je veux dire, mais son côté autisme, si on veut, du personnage, tu sais, de tout le temps être en calcul, puis de tout le temps penser scientifique avant tout. Tu sais. Il est comme ça dans les BD, c'est quelqu'un qui est très cartésien, puis qui va penser aux pires choses où les autres se refusent d'aller, mais il fait pas ça par cruauté, il le fait parce qu'il doit observer tous les plans. Puis il y a une scène comme contrôle. ça. Exact. Puis il y a une scène comme ça dans le film où il y a une conversation avec Sue Storm où ils sont en train de discuter. Est-ce que tu as considéré donner notre fils pour sauver l'humanité? Puis il n'a pas le choix de dire oui, mais c'est pas qu'il veut le faire, c'est qu'il n'a pas le choix de le faire pour observer toutes les possibles. Puis ça, je trouvais que c'était comme une des bonnes scènes du film. L'ensemble, comme on dit, là, est très bien calibré. J'ai bien aimé leur interaction. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon de... Tu sais, parce qu'avec les Fantastic Four, c'est un peu comme les Spider-Man, là. Je veux dire, on a vu des versions, même si n'étaient pas bonnes. La façon de skipper le origin story ou de genre synthétiser ça en dedans d'un reportage télé de 5 minutes, là, je trouvais ça parfait. Très 60 encore. Ouais, qu'on n'ait pas, tu sais, qu'on perde pas un film entier là-dessus. Hein, ils vont dans l'espace, ils vont voler la navette. Ouais, on le sait, tu sais, c'est bon. On le sait, on l'a vu. Voici on un le voit recap. même pas, on l'entend. Maintenant, là, on est là, tu sais. Puis moi, la seule chose que je demande, c'est que les dessins animés qu'on voit dans ce segment-là existent pour vrai. Parce que c'est comme si les 4 premières années des Fantastic Four, il y avait un dessin animé, puis là, j'étais comme les Easter eggs là-dedans. J'étais comme, wow, Diablo, les Super Apes, what the fuck? Là, j'étais comme, moi, s'il y a des saisons de ça, genre avec ce ton-là, genre barque à fond. Mais je veux tout regarder. Ce comic-là, ce dessin animé-là dans le film est très inspiré de la série des années 60, 70 de Fantastic Four, mais... Il y en avait-tu de Fantastic Four? Il y en avait, je vous ai dit à Fantastic Four, oui. J'ai même une bobine 16 mm d'un épisode. Oh, wow! Okay. Parce qu'on voit tout le temps des screenshots du Spider-Man, mais les Fantastic Four, non, il y en a. C'est juste que ça a été moins populaire. Mais peut-être qu'il y avait moins d'épisodes aussi. Ça m'a marqué. Toi, tu l'avais dit il y a très longtemps, Simon, je me souviens, tu en avais même parlé avec Jake, notre ami Jake qui collabore à l'émission. Comme quoi tu voulais que les Fantastic Four, à leur arrivée dans le MCU, aient une vibe 60s, que ça se passe dans les années 60, donc période durant laquelle les personnages ont été créés, puis t'as eu ton souhait. Oui, ça marche tellement à cause de ça, je pense. Je sais pas si ça aurait pu marcher sans ça. Il aurait trouvé un moyen, mais ça aurait été moins le fun, moins différent aussi. Tu sais, d'être dans un univers parallèle où la technologie des années 60 est encore plus poussée. Puis il y a un look vraiment particulier. Il y a aussi un aspect, je pense, qui fait très 60s dans le film, puis le film est empreint de ça, c'est triste à dire, là, mais c'est empreint d'espoir et de collaboration. Qui était jadis. C'est un autre monde. C'est ça. C'est un autre terre parallèle, mais j'ai l'impression que jadis c'était plus promu ou qui était pas vu comme naïf. Ça venait aussi, entre autres, avec l'exploration spatiale. Je veux pas idéaliser les années 60 parce que Dieu sait que c'était aussi une dizaine d'années qui étaient très, très violentes comme toute l'histoire de l'humanité, mais il y avait, j'ai l'impression, cette idée-là de hey, le futur est à nous. Ce qui maintenant est le contraire. On est comme le futur est ailleurs. Puis une certaine idée de l'avenir est dans les sciences aussi. Dans les sciences, l'exploration. C'est comme, voyez toutes ces choses qu'on découvre maintenant, puis que les gens sont contents de découvertes scientifiques. Exact. Puis ils sont pas comme... Ils pensent pas qu'ils savent mieux. Oui, exactement. Parce qu'ils ont fait leur recherche. Ouais, c'est sûr que ça vient avec la vibe. Mais là, c'est ça, on dirait que je m'interroge un peu là, de ce que je comprends de la fin des Thunderbolts. J'imagine que là, ils s'en viennent dans notre univers. Ben écoute, sans vouloir spoiler, mais ça va être le résultat de tout ce qui est des Avengers qui s'en viennent, on parlait tantôt, là, Secret Wars et compagnie, c'est que tous ces univers-là vont fusionner un peu à la manière de Secret Wars de Jonathan Hickman de 2015, je pense. Je sais pas comment ils vont fitter avec le reste du cast. Ça sera à découvrir. Ils sont comme tellement dans leur propre affaire qui ressemble à rien d'autre de ce qu'on a vu du MCU là, que je sais pas
si ça va bien s'intégrer. Ils vont peut-être au contraire être dégoûtés, il va y avoir peut-être une espèce de dynamique un peu body cop movie. Mais tu sais, Captain America pourrait être un des personnages qui fit avec eux parce qu'il est quand même un peu de cette période-là en même temps. S'ils ramènent Chris Evans. C'est ça, bon, si c'est Steve Rogers, Steve Rogers. c'est The Falcon. Non, c'est ça. Mais rendu là, écoute, on verra. Mais... on se disait la même chose aussi du premier Avengers, mettons que Thor fitait bizarrement avec Iron Man, mais il y a moyen, je pense, de faire de quoi. Absolument. Absolument. J'étais surpris. J'étais surpris aussi qu'on n'aille pas de. Tu sais, avec la scène de Thunderbolts, il y a rien dans le film qui explique ça. La fin du film, je me suis dit, on va sûrement avoir quelque chose qui va les amener là. Non, mais non, tu sais. Fait que sûrement qu'on va voir ça dans une autre affaire, mais j'étais comme content que le film soit juste le film, tu sais. Ouais. Qui est contenu, même qui en fait, le teaser, c'est celui d'une participation de Doom, qui va éventuellement amener à des films qui s'en viennent, mais il n'y a pas de brèche spatio-temporelle, il n'y a pas ce genre de choses-là. Moi, j'ai pensé que Doom kidnappait Franklin à travers le multiverse. Je sais pas. I guess. Peut-être. Puis c'est-tu le Franklin qui est en fait un mélange avec sa sœur? Parce que dans les comic books, c'est la sœur qui est hyper intelligente, non? Mais qui est un gamin. Non, c'est son fils qui est super puissant, par exemple. Ouais. Il est capable de créer des il crée des univers. Il avait créé la Pocket Dimension là, dans Heroes, après Onslaught. Là. Oui. Heroes Reborn, une période en comic book très appréciée. Voilà. Mais Valeria est aussi brillante que son père, même du haut de ses 6 ans, mais Franklin a un pouvoir de demi-dieu. Mais on sous-entend que le Franklin est super brillant parce qu'on voit comme il lit The Origin of the Species. Donc j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait un mash-up des deux personnalités. Ça se peut. Je me pose la question. Mais je serais pas surpris aussi qu'on nous mette à l'écran Valeria aussi. Absolument. Bien sûr. J'ai entendu une critique l'autre fois, puis comme je suis vraiment pas d'accord, en fait. Quelqu'un disait c'est dommage pour le personnage de Sue Storm parce que c'est essentiellement elle n'est que la maman dans le film. Je suis comme man, au contraire, moi je l'ai pas associé qu'à ça. Puis de un, mais de deux surtout, je pense qu'il est important comme point. C'est man, combien de fois t'as un personnage qui est une super héroïne enceinte 80% de ton film, puis qui est quand même dans l'action mis de l'avant, qui est pas le personnage que les autres gars doivent pas protéger. Quel mauvais timing sur ces contractions qui commencent à ce moment-là, c'est clair. Mais j'ai aimé ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un moment où on a peur pour elle, tu sais, parce qu'on sait pas si ça va survivre. Puis, j'imaginais juste The Thing, Mr. Fantastic et Human Torch qui finissent avec le bébé. Et là, ça devient 3 hommes et un poupon. J'écouterais ce film-là. Mais j'ai pas, tu sais, mais je pense pas qu'elle n'est que moi non plus, mais moi non plus. Mais je trouve que c'est quand même un aspect important de Sue Storm dans le sens que c'est son instinct maternel qui la fait... La drive? Pas qui la drive, mais qui la fait se dépasser, mettons. Oui, surtout à la fin. Oui, c'est ça. Puis qui met, tu sais, comme il aurait-tu battu Galactus s'il n'était pas en train de voler son enfant? Peut-être que, tu sais, elle aurait choqué avant, mais là, c'est comme, c'est son enfant, puis ça la pousse à donner tout ce qu'elle a. Tu sais, c'est quand même, c'est vrai que on voit pas ça souvent dans un film de super-héros. Non. Qu'est-ce que vous avez pensé du Silver Surfer? Bon. Non, mais j'ai pas... Non, mais j'attendais que Laurent dise de quoi. J'ai pas d'avis. Moi, il n'y a rien qui m'a dérangé dans ça. Moi, il n'y a rien qui m'a dérangé. Mais je sais comme le Silver Surfer, j'ai pas d'avis sur le personnage tant que ça. Non. En général, je me contre-crie ce qu'il soit devenu une fille. Tant mieux, good for her, I guess. Mais j'ai pas... il n'y a rien qui m'a déplu. J'ai beaucoup aimé les scènes où elle surfe alentour d'un trou noir. Là. Ouais. Je veux dire, visuellement, c'était vraiment le fun. C'est le genre d'affaire que je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. Puis j'ai aimé aussi, son histoire est reliée beaucoup avec ce qui se passe avec Johnny Storm dans le film. Ouais. Puis de traiter Johnny Storm pas comme un hothead là, qui est plus brillant que dans les comics. Oui. Même dans les comics, il est quand même un peu brillant, mais pas...
Ouais, mais C'est dans parce les que je comics, compare c'est à- pas lui qui aurait fait la traduction. Il aurait pas appris le nouveau langage. Là. Ça aurait été Reed qui aurait fait ça. Genre. OK. Ben, j'ai l'impression que c'était ça qui était intéressant. C'est que, Mhm. justement, c'est lui qui fait ça. Ouais. Puis tu penses qu'il le fera pas. Parce que je pense que dans les derniers de Ryan North, dans les derniers numéros, il y a une passe à un moment donné où c'est lui comme qui fait quelque chose de intelligent. Mhm. Ouais. Puis je me souviens plus exactement quoi, mais je me souviens d'un comic, puis c'était comme... Ben, moi avec, là, tu sais, je suis un Fantastic Four, puis je me débrouille, là. Tu sais. Ouais, Fait que c'était un peu... Je trouvais ce côté-là le fun, plutôt que de se concentrer sur lui qui fait comme juste l'ado qui se promène. Là, J'ai aimé à quel point c'est pas juste le personnage qui fait juste à sa tête. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est. C'est un qui est membre de la rafraîchissant. famille. C'est un membre de la famille, il a sa part. Puis tu sais, ultimement, c'est presque tragique parce que tu sais, on le représente comme une espèce de womanizer, quelqu'un qui se fait juste pogner des filles. Puis je pense qu'il y a même il y a une référence à ça dans le film, mais la réalité, c'est que tu comprends qu'il cherche juste comme une personne pour être bien avec. C'est juste, il est comme, c'est un genre de romantique qui se cache un peu derrière l'apparence d'un genre de playboy, mais c'est pas ça, c'est pas du ça qui est. Puis, tu sais, il en a pas perdu sa fougue, sa fougue, là, tu sais, c'est quelqu'un qui... C'est un personnage qui reste quand même un peu plus réactif, mais il est pas constamment en train de dire « Non, c'est moi, je vais faire ce que je veux! » Puis, tu sais, c'est drôle parce que je pensais à ça aussi en relation avec la dynamique avec The Thing, qui est aussi un personnage qu'on n'a pas vraiment parlé à date, mais l'équipe d'effets spéciaux semble avoir vraiment repris les expressions faciales de l'acteur parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce qui transparaît à travers les effets spéciaux. Mais là où je voulais en venir, c'est que la relation entre Sue Storm, Johnny et de Ben, elle est bien. Puis c'est pas juste, ils sont pas tout le temps en train de s'écœurer, là, un peu à la manière de deux ados. Là. Ouais. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas too much. Je trouve que la personnification, encore là, était posée et le fun. C'était pas gossant. Ouais, c'est vrai. Puis d'ailleurs, je pense qu'une des plus belles métaphores, c'est à la fin du film, quand les trois essaient de mettre un panier de bébés dans le char. Oui. C'est Mr. Fantastic qui dirige, Johnny a son idée, The Thing a son idée, puis c'est quand ils finissent par collaborer ensemble que là, ça fonctionne. Ouais. Ouais, Quand il ouais. s'agit de bébé, il clonge. Ils clenchent. Fait que c'était gros écrit métaphore, mais j'avoue que j'ai bien aimé ça. Ouais. Si je peux juste mentionner un petit point négatif, c'est le bébé. Ah ouais, c'est ça, moi aussi, j'aime Les effets spéciaux, en tout cas, je comprends pas pourquoi c'était tout le temps un bébé fait en CG ou... Non. Mm. Non. je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Ben, tu peux pas mettre un vrai bébé avec Galactus, là, c'est dangereux. Non, mais... Ouais, il y a ça, c'est vrai. Je sais pas, là, mais quand le bébé était là, tout ce que je focusais, c'est sur sa face. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu la face que Patrick Stewart a dans Wolverine Origin. C'était... puis, fait que ça me sortait des scènes. Je sais pas si on aurait pu juste prendre un... Tu sais, quitte à, je sais pas, une espèce de poupée réaliste de bébé, tu tournes sa face vers l'autre côté, je sais pas, mais ça en était perturbant. Là. Moi, ça m'a vraiment gossé aussi. Tu sais, déjà, la face, ça gossait, mais à un moment donné, il y a Sue Storm qui l'a. Et on voit pas sa face, on voit juste sa tête, son derrière de tête, puis elle le dépose, mais tu vois qu'elle a rien dans les mains. Ouais, c'est weird. Qu'il est rajouté, c'est comme, ben là, Carlis. En tout cas, c'est peut-être rendu tabou de louer des enfants pour des films. Je sais pas. Mais j'avoue que moi aussi, ça m'a sorti un peu du film. Puis non, mais somme toute, c'est quoi, le film est 2 heures et quelques, puis ça a passé super vite. J'ai pas vu le temps passer. Il est même pas 2 heures. Il est même pas 2 heures, t'as raison. Comme 1h50. Quelque chose de même. Ouais. Puis c'est juste que ça fait longtemps que les films de Marvel ont été juste fun ride. C'est une aventure. C'est vraiment une aventure. C'est ça qu'on oublie des Fantastic Four. C'est non seulement la première équipe de super-héros de l'univers de Marvel Comics, mais c'est aussi des aventuriers. Ouais. Puis ça, je trouve qu'avec justement l'exploration spatiale, c'est revenu, tu sais, leur vaisseau qui ressemble à un vaisseau sorti tout droit de Thunderbolts. Je parle de... les Sentinelles de l'air. Sentinelles de l'air. Thunderbirds. Thunderbirds avec les pantins et tout. Ouais. Puis eux autres aussi, c'est une famille. Je sais pas, il y avait de quoi de très... c'est clairement une inspiration pour le film. Là. J'ai eu du fun. Fait que moi, je le conseille. C'est un excellent doublé avec Superman aussi. C'est un bel été là, de 2 films
Il y en a un qui donne de l'espoir, l'autre, il parle de la famille. Tu sais, c'est Bien dit, ouais, ça fait du bien. Le crime qu'on en a besoin en ce moment. Là. Fait que, peut-être pas tout de suite vous taper Bring Her Back pour la saison Spooky. Peut-être taper quelque chose d'un peu plus léger. Ben, puis c'est le fun de revoir justement que on a cyclé le super-héros de retour à le Adam West, là, à cette vibe-là un peu, genre, c'est moins... C'est un regard plus post-moderne des années 60. Ouais, quand c'est même. ça, mais je veux dire, c'est comme ramener le fun, tu sais. Mhm. Comme ça, on a tellement eu un 20 ans de super-héros dark Mhm. que, en tout cas... C'est pour ça qu'il fallait qu'ils le mettent dans une terre parallèle. Ils ne pouvaient pas le mettre Ouais, dans c'est l'univers ça. des autres. Moi, mon bémol, c'était que le love interest de Benjamin, Oui. de The Thing, Uh-huh. là, j'étais comme, pourquoi c'est pas Alicia Masters? J'étais comme fru, parce que dans les comics, il y a comme un love interest depuis comme, Ben ouais. super longtemps, mais là, Moi aussi, je pensais qu'elle allait être avec. C'est Non. Melissa Ouais. Lyon, c'est ça? c'est Natasha Lyonne, ouais. Natasha Lyon. Mais c'est Mathieu Lee Goyette, on le salue, de Panorama Cinéma, qui m'a dit, parce que le personnage s'appelle Rosman, quelque chose Rosman, Mhm. puis que en fait, c'est comme la femme de Jack Kirby s'appelait Roz Kirby, Ah, puis déjà c'est ça. Alicia, c'était un genre d'hommage à OK. sa femme, fait que là, je suis comme, ah, ok, si c'est pour un hommage à Kirby, je peux pas... D'ailleurs, vous me direz pas que le choix de casting ne repose pas que sur ça, mais que Vanessa Kirby a pas influencé un petit peu. Je sais pas, hein. Puis je pense pas qu'elle est dans la famille. Ce que je dis, c'est que c'est parfait, là. Mais oui. C'est son nom de Elle a famille. dû faire toc-toc, j'ai le bon nom. Ouais, c'est ça. Puis pas le bonhomme de Nintendo, là. L'autre, là. Oui, c'est... le bon, oui. Oui, Kirby, comme le Jasper des affaires. C'est ça, right? exact. Ben Ah, ouais. Une collaboration Kirby and Kirby. D'ailleurs, le même... Kirby, c'est plus Galactus dans ce cas. Oui. c'est Mathieu me signalait aussi que parce que là, on est sur Earth, je pense, 828, vrai. 828, oui. qui serait aussi la date de fête de Jack Kirby. D'accord. Genre le 28. Bah, voilà. Fait que, voilà, Ouais. tout est dans tout. Il y a une rue qui a été renommée d'ailleurs, là, peu de temps après la sortie du film à New York, qui est basée sur une rue fictive qui Oui, se passe dans les Yancey œuvres de Jack Street. Kirby, exactement. Pas loin de lui, il est né, pardon. J'aimerais vraiment voir un biopic sur Jack Kirby éventuellement, même avant Stanley, parce que Stanley, on connaît son histoire, mais je pense que le public connaît pas nécessairement celle de Jack Kirby, fait que c'est vraiment une Ouais. lettre d'amour à la personne qu'il était. Et tu parlais de sa femme qui était très présente dans sa vie, qui était son manager, parce que si ça avait été Jack, là, il aurait donné tout ce qu'il voulait là, aux gens qui allaient le voir. Oui, OK. Là, Puis, une page. Il y avait une plage. Puis elle était, hey, attends une minute, là, toi, là. Fait, elle le gérait, là. Elle gérait un peu. Je sais pas si ça serait pas plate. Pourquoi ça serait plate? Le biopic, là, je pense que j'ai l'impression que le gars, il a tellement produit, ça va juste être un gars qui décide. Genre, Ouais, c'est ça, il est dans son Il bureau. fait rien d'autre. Part Bon, le film, ben, un cigare, dessine. Faites donc un genre de ambient vidéo de 8 heures de temps pour YouTube ouais, ben ça, de Jack je Kirby regarde. dans son bureau. Ah, il pourrait faire un film Stan and Jack. Oui, Ah ouais. La relation entre les deux, ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait être intéressant, J'avoue. j'avoue. Je savais pas ça. Ouais. Vendu. Appelez-moi! Appelez Hollywood! Simon. Ah ouais, après Simon, il y a des idées. Il y en a des idées. Fait qu'on recommande le film? Chaudement. Ah ouais. Parfait, moi également. Donc, allez jeter un coup d'œil à The Fantastic Four First Step. Merci Simon, merci Laurent, merci à vous à la maison. Ben. Allez acheter vos billets pour notre spécial d'Halloween qui arrive le 27. Le billet est dans le descriptif de l'épisode. Puis il y a aussi le show de Simon le 4 octobre prochain. Ça, c'est samedi qui s'en vient au gymnase du YMCA ici même à Montréal. Je rappelle l'adresse. C'est le 1435 rue Drummond. Les frais, pas les frais, mais l'argent qui sera amassé pour l'occasion va être remis à la cause des gens en situation d'itinérance qui ne cessent malheureusement que d'empirer ici dans la métropole. Fait que sinon, on se voit bientôt. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis avec mon ami Guilla qui va être là pour parler de Crush Depth, une bande dessinée de Mad Cave Comics qui entame en fait notre mois dédié à l'Halloween. Mois d'Halloween et mystérieux étonnant. Fait que c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye. Ciao. Bye. Bye.